Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité. Bonjour et bienvenue à votre émission Le Débat sur Info Télévision. Nous sommes là pour clôturer la semaine. Et ça, c'est avec l'actualité que nous allons mettre une fois de plus sur la table pour disséquer, analyser, commenter ensemble avec vous. Deux thématiques majeures tourneront autour de la politique et la religion. Nous sommes vendredi. Vous pouvez le comprendre ainsi. Dans un premier temps, nous allons parler de ce vent de dépôt des écharpes des députés à l'Assemblée nationale, mais également de fait que certains politiciens quittent leur bord habituel pour d'autres partis politiques. Nous allons parler de ceci dans un premier temps, mais après nous allons, comme je l'ai dit, parler aussi religion pour nous interroger si dans la religion on connaît aussi le racisme. Ça sera cela notre thématique deuxième de cette émission de ce matin. Et pour en parler comme d'habitude avec vous, mais avec mon panel, le Patrice Bilois ici, les cartes sont déjà installés, tout comme Baleb et Trambé Sala, et nous espérons avoir aussi la présence avec nous de Joseph Arsène Assonem Batiogo, qui est évangéliste. Commençons par souhaiter la bienvenue au Patriarche Bilois ici. Bonjour. Bonjour M. Fangono, bonjour à Oulika, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe derrière les caméras qui réalise cette émission pour que nous soyons visibles et audibles. Oulika, bonjour. Bonjour Jean-Bruno, bonjour au très vénéré patriarche Bilois ici, bonjour à mon co-panéliste, aux téléspectateurs. Permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la mémoire de cet illustre artiste qui s'en est allé, Claude Ndam. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter mes sincères condoléances à la famille tristement la famille touchée par ce départ. Et bon, on va lui souhaiter simplement un repos éternel. Alors dire les condoléances à la famille et souhaiter un repos éternel à Claude Ndam, l'artiste musicien qui s'en est allé. Merci. Bonjour à vous, Valère Bertrand-Bessala. Bonjour M. Fangono, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour au patriarche Bilois ici, bonjour à M. Médica ici présent, toujours ravi d'être parmi vous. Merci à vous, messieurs, d'être déjà des nôtres ce matin. C'est vrai que c'est un jour qui se lève un peu difficilement pour les autres. Le cas de celui qui est face à vous, parce que toute la nuit, je suis tout de suite du côté de l'hôpital du district de Sambalima. De ce côté, la femme qui a élevé votre présentateur est agonisante. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Ainsi va la vie. Donc, ça, c'était pour dire tous mes encouragements aux médecins ainsi qu'aux infirmiers qui sont en train de prendre soin de maman Adeline, maman Dorothée Bilor. Et ça me donne aussi l'occasion d'ouvrir cette émission par cette autre information, parce que de ce côté-là, c'est du côté de Berthois. Une femme s'en est allée, c'était juste à l'entrée de l'hôpital, après que sa famille soit arrivée, et on a appelé les médecins, mais malheureusement, elle a rendu l'âme étant encore dans la voiture, dans le véhicule. Patrice Bilois ici. Oui, avant de m'occuper de cette question, je voudrais signaler à ceux qui pensent que lorsque nous venons ici, c'est pour tirer sur des personnalités. Je dis, je répète, non. Nous sommes là pour aider les autres, autant que faire se peut, de se faire une religion par rapport à des situations qui concernent notre pays. Et des situations qui concernent notre pays, il y a le fait que aujourd'hui, beaucoup de mairies, nous sommes en juin, n'ont pas reçu un radis. Je voudrais qu'on nous dise comment ceux qui commandent, ceux qui doivent faire cette opération, comment ceux-là veulent que les mairies, qui jusqu'à date n'ont pas un radis, puissent fonctionner. Bon, cela étant dit, je voudrais dire que cette dame est morte. Il y en a comme ça, j'allais dire, par centaines à travers le pays qui meurent devant l'hôpital, qui meurent à l'intérieur de l'hôpital, et cette fois-là parce que vous n'avez pas l'argent. On vous demande d'acheter, on vous fait une ordonnance et vous ne pouvez pas acheter les remèdes qui s'y trouvent et vous finissez par mourir. On ne vous prend pas en charge avant de demander l'argent. C'est l'argent qui précède tout traitement, toute prise en charge. Alors, il faudrait quand même que ceux qui font cela ne ternissent pas l'image d'une profession où on trouve
des gens corrects. Je vous ai dit, ma deuxième fille, qui m'a déjà donné plusieurs petits-enfants, ne serait pas là si le professeur Mbede n'était pas à l'hôpital central parce qu'elle avait cessé de respirer et sa maman a crié. Le professeur a entendu le cri. Aujourd'hui, qui s'occupe des pleurs de gens, il a couru pour voir pourquoi cette dame pleure et a amené des étudiants, chacun avec un ballon d'oxygène. C'est comme ça qu'on a pu raviver, on a pu réanimer mon enfant et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, m'a déjà donné des petits-enfants. Donc, dans cette profession, il y a des gens qui font correctement leur boulot et malheureusement, comme ça c'est la réalité, il y a partout des brebis galeuses. Et dans la médecine, il y en a, et cela à tous les niveaux. Je vous ai souvent raconté l'histoire d'un médecin qui voulait m'opérer pour occlusion intestinale alors que j'avais des amibes. Donc, c'est des choses qu'on constate tous les jours, mais il faut les dénoncer pour que ceux qui en sont les auteurs puissent comprendre que quand on choisit ce métier, c'est un noble métier. C'est lui de guérir, de soigner, de s'occuper des autres de toutes les manières possibles. Donc, que les brebis, ceux qui sont allés dans cette profession parce qu'ils voulaient un matricule ou bien parce qu'ils voulaient se faire appeler Monsieur le docteur, doivent vider le plancher. Merci à vous, Patriarche. Avant d'introduire Welika, merci, la réalisation me fait comprendre que le son est déjà lié à la vidéo. Ça nous fait avoir aussi justement le fond même de ce qui s'est passé du côté de l'hôpital de Berthois. Après cela, on revient pour l'analyse en quelques minutes de Willy et de Valère Bertrand de Sala tout à l'heure. Nous sommes comme ça à l'hôpital régional de Berthois. Nous sommes arrivés avec un cas dans la voiture. Jusqu'à présent, le corps est dans la voiture. Les médecins de l'hôpital n'ont rien fait. Je répète encore, n'ont rien fait. J'ai couru jusqu'à aller même dans là où ils étaient pour venir ici pour sauver ma mère. Ils n'ont pas sauvé ma mère est décédée. Présentement, voici mon père qui est sorti. Il a Covid+. Mais les gens qui le regardent, qui regardent les autres qui sont là dehors. Personne, aucun médecin n'est venu. Vous voyez l'hôpital régional. Ça, c'est l'hôpital régional de Berthois. Ça, c'est... Voilà, Welika, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'hôpital régional de Berthois. Là, ce sont les affaires d'hier seulement. Oui, effectivement, j'ai été tenu informé de cette situation par notre correspondant du côté de la région de l'Est. Vous savez, c'est difficile de se prononcer parce que, à la vérité, pour l'instant, nous n'avons que la version de la famille. L'hôpital, les dirigeants de l'hôpital en question ne se sont pas encore prononcés pour que nous essayons, après avoir écouté les versions des uns et des autres, nous faire une idée. Mais si on s'attire simplement aux images, on va quand même s'inquiéter de la façon dont les malades sont désormais traités dans nos hôpitaux parce que cette femme qui arrive à l'hôpital doit certainement être dans une situation de détresse. Et il devrait avoir dans les hôpitaux des services d'urgence pour accueillir ce genre de personnes. Non, je ne sais pas où était garé le véhicule, je ne sais pas dans quelles conditions ils sont arrivés. C'est difficile de se prononcer, c'est difficile, mais je ne pense pas que ce soit des images qui aillent dans le sens de, je veux dire quoi, de porter haut l'image du corps médical dans notre pays. C'est regrettable qu'on arrive à des situations comme celle-là. Valère Bertrand de Sala, loin de faire ici le jeu de l'avocat, des infirmiers, des médecins de l'hôpital régional de Berthois, mais un cas qui arrive comme ça, c'était quoi? C'est la dernière minute qu'on attendait pour amener la malade à l'hôpital. C'était elle est décédée de suite de morsure du serpent, c'est quoi? Parce que quand on vient décéder à l'entrée de l'hôpital, on a peut-être aussi envie de penser qu'on avait tout le temps nécessaire à la maison et on a observé la malade souffrir et après, c'est après qu'on l'amène à l'hôpital pour venir dire qu'elle est décédée juste à la porte de l'hôpital. Je crois que peut-être pour qu'on comprenne bien, il faut peut-être encore remettre cette vidéo et suivre la jeune dame. Parce que je crois qu'elle a une foultitude d'informations qu'elle nous apporte. Donc je ne sais pas si la réalisation peut reprendre
Ah, ok, je donne l'accord. Si vous pouvez nous remettre la dame, justement la vidéo là où la dame explique ce qui s'est passé, et ça donnera plus d'éclairage à Valère Bertrand Bessala pour son analyse. Nous sommes comme ça à l'hôpital régional de Bétois. Nous sommes arrivés avec un cas dans la voiture. Jusqu'à présent, le corps est dans la voiture. Les médecins de l'hôpital n'ont rien fait. Je répète encore, n'ont rien fait. J'ai couru jusqu'à aller même dans là où ils étaient pour venir ici pour sauver ma mère. Ils n'ont pas sauvé ma mère est décédée. Présentement, voici mon père qui est sorti. Il a Covid+. Mais les gens qui regardent les autres qui sont là dehors. Personne, aucun médecin n'est venu. Vous voyez l'hôpital régional. Ça, c'est l'hôpital régional de Bétois. Ça, c'est l'hôpital régional de Bétois. C'est la famille Eloga. On ne touche pas la famille Eloga. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on remet donc cette vidéo. Valère Bertrand Bessala, vous avez la quintessence quand même. Oui, je crois que là, on a plus d'informations. Ils sont arrivés avec la patiente vivante. Elle était bel et bien vivante, mais dans un état critique. Et la dame a eu le temps de parcourir tout l'hôpital, selon ce qu'elle dit. Elle a eu le temps de parcourir tout l'hôpital et même d'aller les trouver jusqu'à chez eux. Ouais. Parce que l'information qu'elle donne jusqu'à chez eux, ça veut dire qu'en fait, comme ils n'habitent pas l'hôpital, c'est sûr qu'on lui a indiqué là où elle pouvait être trouvée le personnel compétent. Donc elle est allée jusqu'à chez eux et personne n'a bougé le petit doigt. Donc la dame est décédée exactement à la position où on nous l'a montré, c'est-à-dire dans la voiture. Maintenant, il y a une autre information, c'est que le mari de la dame est Covid+. Ah ouais. Donc, comme nous ne savons pas de quoi est morte la dame, essayons de présumer qu'elle-même est morte de Covid. Essayons de présumer qu'elle-même est morte de Covid. Seulement, elle était déjà dans un état sûrement plus avancé que son mari. Donc, vous voyez que si on s'arrête seulement là, on peut comprendre qu'on est dans la situation de M. Bekambadière. C'est-à-dire que ça doit être des gens qui ont été déclarés Covid+, et à qui on a demandé de rentrer chez eux. Si déjà la famille sait qu'elle est Covid+, que le monsieur est Covid+, ça veut dire que c'est l'hôpital qui avait dit. Non, c'est pour ça que... Non. Ils ont subi le même traitement que M. Mokamba. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés certainement... Je ne parle pas de l'hôpital régional, je voudrais dire que le monsieur a subi un test qui a prouvé qu'il est Covid+, parce que la fille ne peut pas imaginer que son père... Moi, j'ai déjà surpassé cet élément. Je dis ceci, je dis que puisque le mari est Covid+, la fille le dit, elle ne se cache pas. Le mari est quand même, le monsieur est quand même le mari de la femme qui est décédée. Donc nous présumons, je dis bien, nous présumons que la dame aussi serait morte de Covid+. Et que nous sommes dans le scénario de M. Bekambadière. C'est-à-dire que sûrement c'est elle qui a dû commencer la maladie. Et elle a dû aussi aller à l'hôpital, comme M. Bekamba. On lui a dit, vous êtes Covid+, allez attendre à la maison. Donc sûrement elle a eu le temps de contaminer son mari. Mais comme donc le traitement c'est un vaudou, le protocole c'est un vaudou, c'est sûr qu'elle est donc entrée dans un état de détresse respiratoire avec tous les signes finaux que nous connaissons à la maladie. La famille a dû paniquer, ils sont donc revenus à l'hôpital et personne ne l'a reçu. Donc moi je suis déjà dans la présomption, c'est-à-dire que je suis entré dans les suppositions. Parce que quand vous voyez la dame, elle a tout son corps encore, donc on ne peut pas dire que vraiment elle pouvait souffrir d'une maladie qui permettait de voir qu'elle est... Donc je veux rester sur cette logique pour dire que au-delà de ce que l'on peut porter comme analyse pour dédouaner le personnel médical, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse à cela, parce que si vraiment elle est morte de Covid+, c'est encore même plus dangereux. Et vous comprenez même encore, on peut même affirmer encore, je dis affirmer parce que je sors des suppositions, qu'elle serait même morte de Covid+, parce que quand vous voyez le traitement, tout le monde fuit. Tout le monde fuit parce que vous voyez que la famille, le fils est là, il se bat, la jeune dame qui filme apparemment c'est la sœur, ainsi de suite, mais il n'y a personne autour d'eux, c'est-à-dire que comme il y a comme ce que... Et là, Valère, regardez un monsieur... C'est son mari, c'est son mari. Regardez la réaction autour. Vous voyez, personne n'approche. Il n'y a personne qui... Ceux qui l'approchent même, je ne vois pas... Non, c'est les spectateurs. Je ne vois pas de personnes vraiment... Le contact là aussi me dérange. Voilà, donc vous comprenez que c'est un cas de Covid+. Le contact là me dérange. C'est un cas de Covid-19. D'accord. C'est un cas de Covid-19. Donc je poursuis donc en disant ceci, que si, allons donc dans l'analyse. Oui, dans votre analyse, je viens juste d'avoir aussi une autre vidéo, celle du mari. On nous dit qu'il apporte un démenti sur les déclarations de la fille. J'espère que la réalisation pourra aussi permettre à ce que voilà qui va compléter peut-être notre information. Voilà. Mais si vous avez déjà écouté ou bien on va attendre on va attendre. Il y aura la préécoute et puis on va... Bon, d'accord. Donc je voudrais... écouter le mari. Je voudrais... Les douanes. Il dédouane le corps médical.
Bon, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait connaître les deux versions. Je voudrais donc aller sur la piste, sur quel que soit le cas de maladie ou le cas, je ne sais pas trop quoi, d'urgence qu'il y avait. De toutes les façons, le personnel médical n'est pas dédouanable. Un hôpital régional, ça a une ambulance. Mais la famille a fait l'effort de venir vers l'hôpital. Ça veut dire qu'un hôpital, quel qu'il soit, a un brancard, a des brancardiers, a un service d'urgence qui travaille de nuit comme de jour et qui se relaie. Ça veut dire que, à supposer que cette femme était même enceinte et qu'elle n'était accompagnée que du chauffeur, on vous apporte le brancard pour la mettre sur un brancard et puis on la conduit à la maternité. C'est-à-dire, ou à la salle d'accouchement si le cas est déjà vraiment pressant. Ça veut dire que c'est le même cas pour ceux qui ne sont pas des femmes enceintes. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans un état vraiment critique, ainsi de suite. À l'entrée de l'hôpital, quand vous êtes entré avec votre véhicule, qui plus est, c'est le brancard qui vient vous accueillir. Donc ça veut dire que le service d'accueil, je commence par là. Le service d'accueil de l'hôpital n'est pas fonctionnel. Parce que c'est le service d'accueil qui est justement à l'entrée de l'hôpital et qui annonce dès la guérite, qu'il y a un cas grave, apporter un brancard pour ce cas à l'entrée de l'hôpital puisqu'ils sont véhiculés. Pour les urgences. Pour les urgences, ça veut dire qu'on vient vous remorquer à partir de là. Donc le service d'accueil n'est pas fonctionnel. Deuxièmement, le service des urgences. Parce que si le service d'accueil n'est pas fonctionnel, quelqu'un au moins aurait pu courir, aller à pied, en vitesse, aller saisir ce service des urgences pour que le nécessaire des brancardiers soit apporté à l'entrée de l'hôpital. Ce qui n'a pas été fait pour le service des urgences. Ça veut dire que là aussi, le service des urgences n'est pas fonctionnel. Maintenant, il y a un troisième problème, c'est qu'aucun personnel n'était sur place. Parce que vous voyez qu'ils se débattent là, il n'y a aucun infirmier, je veux même dire aide-soignant, il n'y a personne, aucun médecin, rien autour d'eux. Ils se débattent comme ils peuvent. Ça veut dire que l'administration de l'hôpital est aussi défaillante. L'administration de l'hôpital. J'établis comme ça les responsabilités pour que nous comprenions. Vous voyez que 3 niveaux de responsabilité, je n'ai qu'à toucher désormais dans le directeur de l'hôpital régional. Ça veut dire que sa responsabilité en 4e niveau est engagée. Parce qu'en fait, si vous n'avez donc pas tout votre personnel sur place, ni le service d'accueil qui ne fonctionne, ni le service des urgences, ni aucun médecin, aucun staff compétent pour ce genre de situation, vous-même, votre responsabilité est engagée. Ça remonte donc la fameuse et épineuse question de la compétence managériale de nos personnels médicaux. Parce que c'est ça, le véritable souci de ça. Je me souviens, et je sors par là, de ce fameux débat qu'il y a eu, et qui continue toujours de suivre son cours, sur les administrateurs des hôpitaux. Les administrateurs des hôpitaux. Et je suis entré dans ce débat parce qu'on avait ouvert à l'École nationale d'administration et de magistrature, ça fait déjà plus de 10 ans, une filière qui forme des administrateurs des hôpitaux, AH. Et on s'est rendu compte, sous Mamafouda et même bien avant lui, que tout ce personnel qui sort de l'École d'administration était gardé au ministère de la Santé, écrasé. Personne n'émerge là-bas comme administrateur d'hôpitaux. Parce que les médecins pensent que quand vous êtes médecin, c'est vous qui devez diriger l'hôpital. Or, l'administration, c'est une science. C'est ce que dans notre pays, on n'arrive pas à comprendre. L'administration, c'est une science, c'est-à-dire la gestion des hommes, des biens et des ressources. Parce que dans la logique initiale, l'administrateur des hôpitaux, c'est lui qui dirige l'hôpital. Il est donc secondé par un adjoint et qui peut être un médecin, c'est-à-dire qui comprend mieux le système technique de l'hôpital. Mais l'administrateur reste quelqu'un de neutre qui peut savoir gérer les hommes et les biens dans l'hôpital. Prenez le cas, si vous regardez l'hôpital général, c'est un fiasco sous l'ancien. Vous regardez l'hôpital gynéco, c'est un fiasco. Vous regardez l'hôpital, le CHU d'ailleurs, monsieur Nkam, je crois, il est décédé ou il est toujours vivant, je ne sais pas. C'est un fiasco. C'est des choses à n'en plus finir. Vous ne pouvez pas comprendre que le médecin doit être là où il a appris à travailler, c'est-à-dire à soigner. Tout comme aussi, notre enseignant doit être là où il a appris à soigner et non dans un
un ministère à grabouiller sur les dossiers. C'est ça, chacun doit être à sa place. L'ingénieur doit être sur le terrain, en train de vérifier, de construire les chantiers et tout ce qu'on connaît. L'architecte doit être là pour concevoir les devis, les belles choses, pour que quand on les aura conçus, qu'on dise que ça c'est un bel immeuble qui a été construit qui a été conçu par un bon architecte. L'administrateur doit administrer. C'est ça le véritable souci aujourd'hui. Merci infiniment. Alors, on va prendre quelques réactions dans l'espoir que la vidéo du mari nous sera proposée à la suite. Et sinon, nous allons passer à toute autre chose parce que ça, c'est un cas qui a été choisi juste juste pour nous de recouper et de revenir pour les prochaines entamer éditions. l'émission de ce matin. Bien. Alors, voilà, c'était juste bonjour. Il serait mieux que vous ayez la vidéo du mari de la femme qui dément toute cette vidéo. C'est un téléspectateur qui nous écrit à propos. Bonjour le panel, supposons que la dame est arrivée dans une situation de détresse respiratoire. Rien ne nous dit que ces gens ne se soient pas soustraits au suivi des autorités sanitaires pour faire confiance aux charlatans. Monsieur Bessala, il faut savoir raison garder. Je vous en prie, Facebook est un monde de manipulation. Ne vous faites pas prendre au piège du populisme. Votre émission est de notoriété planétaire. C'est Raymond qui nous écrit. Mais là, il s'agit d'une femme qui est décédée à côté. Il est à sa fille, supposons, et c'est ça qui nous fait parler de cela, et un hôpital que certains reconnaissent même à travers les images pour parler de l'hôpital de Berthois, l'hôpital régional de Berthois. Voilà. La suite, c'est ce message. L'hôpital régional de Berthois a cette habitude. J'ai failli perdre ma fille dans ce même hôpital. J'étais obligé d'aller dans une clinique pour la sauver. Il y a un service d'urgence, mais ce service s'en fout. Laissez-moi vous dire que dans la vidéo, la voiture est exactement garée dans la salle des urgences, nous dit un téléspectateur ce matin. Bien, on me fait signe pour dire que le monsieur peut déjà nous donner son avis sur ce qui s'est passé réellement, selon lui, du côté de l'hôpital régional de Berthois. Suivons plutôt. Voilà, quelques instants seulement, nous aurons cette réaction. Le temps pour moi de lire ce message aussi. Bonjour à vous sur le plateau. Encore et encore merci pour la lumière que vous faites sur la mauvaise administration de nos méchants ministres, surtout sur tous les plans. Pour un scientifique sur 10, s'il n'y a que 2 qui sont bons, c'est que les 10 sont mauvais. Une fois de plus, nos ministres sont méchants. Étoile depuis Berthois nous envoie ce message ce matin. Est-ce que c'est déjà calé? Je le saurai d'ici un court instant. Bonjour à vous tous, chers panélistes. Un coup de chapeau à l'analyse de Valère Bessala. Le père de la victime, Eloga, dans la vidéo, dit qu'on s'occupe bien de lui, qu'il reçoit 3 repas par jour et les rumeurs circulent selon la sortie de la hiérarchie de l'hôpital, affirmerait que ce monsieur aurait fuité de l'hôpital alors qu'il était suivi. Ça veut dire qu'il a fui. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alslem Gaspard de Bagno nous écrit. Merci, je pense qu'on doit d'abord prendre justement cette vidéo et après on vient pour la suite de notre émission. Je m'appelle Eloga Samuel Binjat. Je suis le mari de la femme qui vient de décéder à l'hôpital régional de Berthois. Je suis très navré de constater que les détracteurs, les utilisateurs des réseaux sociaux utilisent l'événement de la mort de mon épouse pour fragiliser les mœurs et surtout tous les efforts qui sont faits jusqu'à maintenant, puisque moi, j'ai été extrait de mon domicile par les soins de l'hôpital régional de Berthois, qui m'a extrait et qui m'a mis en soins intensifs. Et avant cela, mon épouse était en contact avec moi, mais elle n'avait pas de symptômes percutants. C'est donc que pendant que je suis en soins intensifs à Berthois, à l'hôpital, elle a eu un malaise dû à une difficulté respiratoire et immédiatement, elle a été transportée à l'hôpital. Malheureusement,
elle a décédé. J'étais moi-même présent. Elle est décédée. Alors, aujourd'hui, je constate que beaucoup de personnes utilisent des images qui heurtent les sensibilités de ma famille. Ces images ne proviennent pas, ne sont pas des images fondées par ma famille. Donc, je prie toute personne qui utilise ces images comme détracteur d'arrêter. Parce que moi, je suis à l'hôpital régional actuellement en soins intensifs. Et mon épouse est décédée de Covid-19, c'est vrai. Mais moi, je suis malade. Et je suis très bien suivi à l'hôpital. On m'a donné tous les remèdes qu'il faut. Et même l'alimentation qui pas convient. J'ai 3 repas par jour. Et j'ai un suivi médical. Merci. Finalement, vous avez compris que j'aurais voulu que nous soyons revenus sur le plateau de Monsieur, vous avez placé ce sujet en mise en bouche, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Vraiment, je suis choqué parce que ce monsieur n'a même pas le respect de la mémoire de son épouse. Ça, c'est un monsieur qui est manipulé. Il est conditionné. Ce monsieur est manipulé parce que si vous regardez la première vidéo, un monsieur qui est en soins intensifs ne peut pas se retrouver du Covid-19. Du Covid-19 ne peut pas se retrouver à ce niveau-là. Il ne peut pas se retrouver à ce niveau-là. Il faut qu'on arrête vraiment en soins intensifs. Est-ce que les gens vous êtes sous assistance respiratoire. Vous avez dit qu'il a levé le kit d'oxygène, il a couru pour aller voir sa femme qui lui a même donné l'information. Parce qu'on n'a pas accès à ces gens qui sont en soins intensifs. Qui lui a donné l'information pour qu'il aille courir et se retrouver à côté du véhicule. Et vous savez, ce que Valère disait tout à l'heure, il y a une très grande négligence parce que je ne voulais pas étaler ici le circuit administratif et même le fonctionnement des hôpitaux régionaux. Je dis simplement une chose qu'il y a ici une négligence du corps médical. Patriarche Biloa, ici, quelqu'un qui est en soins intensifs, il non, c'est dans la vidéo que c'est monté et tout ça, et pourtant il y a un monsieur qui vient casser la vitre de la voiture dans laquelle se trouve son épouse. Et il dit que c'est avant d'arriver aux soins intensifs, ça veut dire que s'il était pris en charge, tous les responsables de l'hôpital savaient qu'il est malade de Covid-19. Et est-ce qu'il devait rester à la maison avec son épouse? Est-ce qu'il devait être en confinement? Il faudrait poser cette question. Non, il y a de mauvaises foi. Non, là, lorsqu'on l'écoute attentivement, on se rend compte que le directeur de l'hôpital lui a dit « Papa, pardon, sauve-moi ». C'est clair. C'est clair, ça c'est clair. Non, il n'y a rien à dire. C'est clair. Quelqu'un qui a perdu son épouse ne peut pas se comporter. Hier. Non. Moi, je voudrais même aller... Oui, Valère. Vraiment, on va pas le noyer davantage, mais bon, il faut le noyer, on va quand même faire notre travail. Il faut le noyer. Parce que ça se l'a... Oui. Il a perdu quand même son épouse. Non, je crois que peut-être ce monsieur avait des bisbilles avec son épouse. Ah, oui, il souhaitait peut-être au fond de lui que quelque chose lui arrive. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous avez été diagnostiqué Covid le premier, parce que maintenant, au moins, il a confirmé 2 ou 3 choses que nous avons dites. Il souffre de Covid. Parce que nous, on a dit, nous supposons. Ouais. Mais il vient de confirmer que lui, il souffre de Covid. De 2, que la dame aussi est morte de Covid. Donc nous n'avons pas menti. Dans nos présupposés, nous n'avons pas menti. Effectivement. Maintenant, il confirme encore autre chose. Que M. Bekamba, qui était ici hier, effectivement, a le traitement qu'ils ont eu aussi. C'est-à-dire qu'on l'a d'abord envoyé chez lui contaminer son épouse. Quand il a été en état critique, on l'a ramené. C'est-à-dire c'est l'hôpital qui est parti l'extirper de la maison pour l'amener aux soins intensifs. Il a déjà contaminé. Oui, donc il confirme ce qu'on a dit que l'État envoie les malades, l'État envoie les contaminés, contaminer encore d'autres à la maison avant de les ramener. Donc on l'a envoyé contaminer son épouse. Quand il a fait son travail, on est parti l'extirper pour l'amener aux soins intensifs en laissant son épouse à la maison. Vous voyez? Donc, on n'a même pas engagé le dépistage de toute la famille. Ben oui. Parce que c'est ça aussi, c'est le rôle du comité de lutte contre le Covid. C'est-à-dire que quand vous êtes atteint de Covid, on va chez vous,
on examine et on teste tout le monde qui est à la maison pour s'assurer que en vous enlevant de la maison pour avoir un numéro de soins intensifs, on ne laisse pas la maladie à la maison. Il y a même le voisinage. Deux, ils ont encore failli doublement à leur travail parce qu'ils n'ont pas désinfecté la maison. Quand vous partez chercher un malade de Covid à la maison, non seulement vous testez toute la famille pour vous assurer qu'en emmenant le malade, vous ne laissez pas un autre malade. De deux, vous désinfectez parce qu'il a certainement touché des objets, il a fait ci, il a fait ça. Donc ils ont manqué à cette double obligation qui est une double précaution sanitaire. On l'a donc amené à l'hôpital. Et comme il dit donc, lui-même, vous voyez comment il se comporte. Parce que là il est médecin. Là, il est médecin. Il vous dit, elle ne présentait pas des signes critiques de la maladie. C'est quand elle a commencé à signaler une détresse respiratoire. Il parle là comme un médecin. Il parle là comme un médecin. Et vous voyez quelqu'un qui est en soins intensifs, le temps de prendre son téléphone, il enlève le masque, il réajuste, et après il prend tout son temps. Il doit parler de manière vigoureuse. Vous sentez qu'il a eu un entretien avec le directeur de l'hôpital. Il a été expliqué. Voilà, il a été briefé, c'est le bon terme. Vous voyez les termes médicaux qu'il utilise, et ainsi de suite. Vous voyez donc là où le Cameroun est arrivé. Vous comprenez que ce monsieur, je le comprends aussi, parce que je dis qu'on ne va pas le noyer entièrement. On va quand même laisser son cou et sa tête hors de l'eau. Ici, vous comprenez qu'il est conditionné. C'est un mec que s'il ne dit pas ce qu'on lui a dit, on va pas le soigner. Peut-être même on peut lui dire demain que mon frère, il n'y a plus d'oxygène ici, là, va à la maison. Donc le gars a compris que je ne vais pas quand même faire endurer ma famille 2 décès. Donc si moi je peux rester vivant et mentir d'abord, même si j'aurais dit la vérité, quand je serai guéri, autant le faire. Alors, donc il y a cela. Je sors par là en disant que on l'a si bien conditionné que quand vous regardez le fonctionnement de l'hôpital, à part l'oxygène qui peut finir, on peut aussi lui injecter quelque chose pour dire que ça n'a pas donné. Parce que c'est aussi ça, les hôpitaux, il faut qu'on fasse très attention. Vous voyez que ce monsieur est même en train de dédier sa propre fille. Oui. Il n'a pas dit que ce n'est pas sa fille qui parlait sur la vidéo. Il dit plutôt que les réseaux sociaux ont voulu quoi sur sa famille, ainsi de suite, alors que c'est sa fille qui filmait le cas et qui a posté certainement, parce que si c'est sur son téléphone, on ne peut pas dire que c'est le réparateur du téléphone qui allait partager. Donc, il ne parle pas de sa fille. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne veut pas avoir des problèmes quand il va rentrer à la maison. Il préfère plutôt prendre le bouc émissaire que nous tous on connaît, c'est-à-dire Facebook a récupéré l'affaire et a commencé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle. C'est justement là où je vous introduis, Willy. Parce que dans la vidéo, si on peut la revoir, on comprend. Moi, j'ai dans un premier temps voulu dire que je ne joue pas le rôle de l'avocat des infirmiers, du corps médical. Et vous avez bien fait de ne pas le jouer. Maintenant, je reviens parce que si vous regardez bien, très attentivement la vidéo, vous allez voir, il y a un infirmier qui a les mains dans les poches. Dans sa blouse, tu veux dire? Dans sa blouse, oui. Oui, en verre. Oui, mais justement parce que cette image, on ne l'avait pas au début. Et je remercie d'ailleurs la réalisation. Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, vous voyez? Il a cassé la vitre avec le coup de poing. Non. Et ça, c'est le Cette tenue verte-là, c'est la tenue des urgentistes. Effectivement, oui. Il y a un téléspectateur qui nous a certifié c'est la tenue des urgentistes. Elle est garée devant les urgences. Voilà. Ça, c'est très bien. Et c'est le fils qui brise la vitre. Effectivement, il est dans la colère parce que sa mère est décédée. Il brise la vitre d'un coup de poing. Et quand vous regardez même la réaction, je parle sous le contrôle du commissaire, ça, on vous l'apprend en psychologie. Les gestes, les mimiques du visage de ce monsieur, vous sentez qu'il y a des gens tout autour qui lui font les signes. C'est-à-dire qu'ils lui donnent même les instructions par rapport à ce qu'il doit dire. Si vous regardez, c'est-à-dire que vous regardez cette vidéo, le monsieur, quand il parle, quand vous regardez, il y a ça en psychologie, c'est-à-dire que l'attitude, il n'est pas seul dans la salle. Le mouvement des yeux, le mouvement de la tête, les regards qu'il pose face à l'objectif de la caméra, vous sentez que c'est un monsieur qui, comme le disait Bertrand, est conditionné. Et là, on peut le comprendre. Il est face à un prompteur. Oui, il a le prompteur, sauf que le prompteur ici, c'est les humains. Donc on lui dit, oui, tu peux continuer. C'est bon, c'est pas bon. Non, t'appelles un peu, souffle parce que tu es quand même atteint de Covid-19, tu as un problème respiratoire, ne va pas rapidement parce que tu peux bégayer. Vous voyez? Et Vanel a dit aussi une chose, et là, je suis d'accord avec Vanel qu'on va pas le noyer, parce que, voilà, vous voyez... À droite, à sa droite. Vous voyez, vous allez regarder... Il a juste. Quand il a dit, non, tu peux remettre, non, baisse maintenant, voilà.
Ok. Regarde, toujours à droite. La personne est à droite. Vous comprenez qu'il y a une communication entre lui et une personne. C'est-à-dire que là, déjà, pour nous autres qui avons quelques petites notions en psychologie, vous comprenez que ce monsieur, là, la gestuelle, là, il est purement dans un mensonge. Et maintenant, comme Valère disait à sa décharge, c'est clair qu'il faut qu'il sauve aussi sa tête. Il faut qu'il sauve sa tête, il faut qu'il fasse ça pour qu'il ait droit à ses... Conclusion, ils sont lanceurs de vivant. Ouais, conclusion, il y a beaucoup à... Non, il y a beaucoup. Il y a Anguille sous roche. Quand vous regardez même la réaction de l'urgentiste, ils ont tué cette femme par leur négligence. Merci. C'est clair. Alors, on va rapidement évacuer les réactions des téléspectateurs avant de prendre, on va dire quoi, le deuxième sujet. Parce que là, on nous a pratiquement emporté 45 heures. Oui, mais on est là pour éclairer la lanterne. Ça aussi, c'est vrai. Vous avez eu le mérite de choisir une mise en bouche intéressante. Et avec des feux. Voilà, Bonjour, bonne émission. Vraiment, j'ai déjà compris le comportement de Bessala. Il est contre tout le pays et il est contre l'administration du Cameroun. Toutefois, il défend le président Paul Biya. Conclusion personnelle, Bessala veut faire plaisir à Paul Biya. Il cherche une promotion. Courage, Jean, depuis la Guinée équatoriale. Je lui donne un crédit. Ah oui, je savais. Bonjour à tout le panel. Les administrateurs civils ont échoué dans leur immense majorité, d'où la faillite des entreprises qui leur avaient été confiées. Il faut plutôt des managers sortis de l'ISMP. Voilà. Chacun fait la promotion de sa chapelle. C'est ça. Bonjour le plateau. Écoutez aussi les déclarations du chef de famille dans cette affaire. Il y a plusieurs versions, à savoir c'est une famille de témoins de Jéhovah qui, au début de la maladie, ont fait comme d'habitude. Ils ont préféré se soigner à travers les prières. Et lorsque ça s'aggrave, ils viennent à l'hôpital. Maman Sita de Simbok nous écrit. Elle a Simbok. Elle a Simbok. Peut-être ce sont ses frères en Christ. Bonjour à vous. Nous sommes l'association Solidarité Familiale. Bien vouloir faire dans la réserve pour l'image de l'hôpital de Berthois. C'est de la comédie pure et simple. Non, ils ont tué la dame. Merci. Sauf si vous allez nous apporter c'est ça. la certification que la voiture était garée devant un domicile privé. On a vu un urgentiste. Monsieur, je dis, on peut aussi habiller quelqu'un pour dire voilà, faire un film. Donc on était dans la fiction. Voilà. Si c'est ça que vous voulez qu'on parle, on va dire comme ça. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai l'impression que ce monsieur a été corrompu par les autorités de l'hôpital. C'est déplorable. Alain Della qui a écrit et il continue. Je reviens pour dire ceci. Quand il parle, on n'a pas besoin d'un détecteur de mensonges pour comprendre qu'il est amoral. Ce monsieur, c'est factice. Ce monsieur a fait un deal avec les autorités de l'hôpital et sauve également sa vie. Oh, le Cameroun, au Bosso. Alain Bella nous écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Je ne crois pas à ce que ce monsieur dit. 2 amis ont été testés ici positifs au Covid-19 à Berthois. Tous 2 sont chez eux. Donc, ce papa, qu'il soit sérieux, et je vis non loin de cet hôpital. Ce papa ne dit pas réellement ce qui s'est passé ici. Lui, il est à Berthois. Ah bah ouais. Et maman, c'est que c'est moi, Jéhovah. Voilà. Non, vous savez, avec votre permission, il y a le personnel de la santé qui se passe souvent sous, sur non couvert pour se dire que non, ce n'est pas ça pour ça que le travail. C'est clair, c'est clair. Bonjour aux panélistes, un coup de chapeau à l'analyse de Valère Bessala, le père de la victime Eloga. Ça, c'est un message déjà lu. L'autre, c'est M. Fangono. Je reviens encore pour dire que, avec le respect que j'ai envers ce monsieur, qu'il est manipulé, permettez-moi de dire qu'il n'a pas de respect pour sa défunte femme. Désolé, regardez même sa façon de parler, la gestuelle, ce qui montre qu'il ne le dit pas de son plein gré. Que Dieu voit et protège. Un salut particulier à mon grand-père Bilois ici, de la part de Aslem Gaspard, depuis Bagno, toujours fidèle au programme d'Info-Télévision et particulièrement le débat. Bonjour le panel. Le patriarche a tout dit. Analyse bien éclairée de la part de M. Bessala. Trop c'est trop dans ces hôpitaux publics. Esti depuis Douala nous écrit. Bonjour à vous tous sur le plateau. Pourquoi passez-vous que les autres, peut-être pensez-vous,
que les autres ne peuvent pas dire la vérité. Ce monsieur n'est pas un professionnel de la médecine. Il utilise un terme qu'il ne comprend pas lui-même. Soins intensifs. Georges. C'est clair. Vous ne savez pas soins intensifs. Bonjour le plateau. J'ai eu un malade de tuberculose. Les services de l'hôpital Jameau sont venus chez moi faire le test et toute ma famille pour voir s'il n'y avait pas un autre contaminé à Chilobam. C'est clair. Nous écrit. Bonjour à tout le plateau. Le Cameroun a atteint le fond. Cette vidéo m'a fait couler des larmes parce que une personne est en détresse respiratoire qu'on ne doit pas la prendre en charge. La question reste posée. Est-ce que parce qu'une personne est en détresse respiratoire qu'on ne doit pas la prendre en charge? Le papa étant encore à l'hôpital est obligé de dire cela. Les absurdités. Et c'est Léonore qui nous écrit depuis le Bénin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Félicitations à toute votre équipe pour le décryptage de cette farce. C'est Cyril qui nous écrit une fois de plus depuis Hawaï. Il a d'abord dit bonjour à tout le panel. Les administrateurs civils ont échoué. Ouais, c'est un message déjà lu. La suite c'est bonjour. Qu'est-ce que ça dit? Je veux comprendre que ce monsieur est responsable. Je dis non, parce qu'un homme qui vient de perdre sa femme ne peut avoir une réaction. C'est un monsieur qu'il faut auditionner. Il a des non-dits. Parce que c'est sa fille qui informe. Et Facebook, c'était monsieur Jean Bruno depuis Libreville, depuis Brazzaville. C'était monsieur Jean Bruno depuis Brazzaville. Ah, c'est votre homonyme. C'est peut-être mon homonyme. Et en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des captures d'écran avec mon visage, celui de Valère Bertrand de Sala et du Patriarche. C'est pour montrer qu'il est un fan. Un fan. Bon, ok, ça se comprend. Je ne pense pas qu'il va nous coller pour... il va nous faire passer pour ceux qui ont monté la vidéo en question. Hein, parce qu'on nous dit, on fait comprendre aujourd'hui que c'est... Bon, c'est pas grave, moi je suis habitué à ce genre de... Bonjour Info TV, au lieu de s'en prendre à ces enfants qui ont fait les bruits, cassé les vitres de la voiture, maintenant il accuse les réseaux sociaux. Bon, on arrête ce débat à ce niveau. C'est vrai qu'il y a... Monsieur Iloga, ça doit être Bassa. D'autres réactions. Quand je vois la réaction de son fils là... Je me dois de les évacuer. Bonjour à tout le panel. Dans une autre chaîne de télévision, madame, le directeur de l'hôpital a bien dit que monsieur s'est soustrait des soins. Il a fui l'hôpital et est allé contaminer sa famille. Et quand il fait la vidéo, il était là à l'hôpital encore. Mais c'est trop fou. Vous voyez pas que c'est... Mais il était en plein hôpital là. C'est une vraie farce tout cela. C'est-à-dire que le monsieur s'est soustrait de l'hôpital. Je vais dire... C'est la maman qui nous envoie... Non, je vais écouter. Maman, je vais dire à Massita une non, chose. là c'est la maman. La maman, ce qu'elle dit, ça c'est la version du médecin. Mais désormais, sur l'instruction de monsieur le ministre de la Santé, quand un malade de Covid-19 se soustrait de la formation sanitaire, c'est même une erreur c'est un crime. Pour la déclaration du directeur. C'est un crime. Elle ne devrait pas dire ça. Ça veut dire que c'est même encore... Elle devrait même être poursuivie pour cela. Non, ce n'est même pas... Attendez. Oui. Elle doit contacter les services... soit de la gendarmerie, soit de la police, et même sa hiérarchie. On finit de le soigner, on va chercher ce Bonjour, je voudrais demander à Ressala à quel moment on a amené cette femme à l'hôpital. La famille n'est pas à dédouaner. Il faut quand même respecter le corps médical et éviter toute critique. C'est ça. De tout critiquer, je pense que c'est ce qu'on devrait normalement dire. Bonjour le plateau, ce cas est visible. L'hôpital régional de Bertois est un cas à part. Un seul cardiologue qui s'absente pendant des semaines, un seul chirurgien, etc. Les radios sont en panne et les radios se font dans les domiciles des malades. Ça, c'est le cas de Bertois. Mais oui. Bonjour le plateau, le frère en jaune fait une bonne analyse. Jules de Douala, c'est Valère Bertrand de Sala. Jules. Bonjour à vous Jean Bruno, le père là n'est pas bien. Merci, c'est Eric qui le dit aussi simplement comme ça. Bonjour à tout le plateau, j'étais un jour avec ma femme enceinte pour des soins. Le courant est parti à 9h et est revenu à 14h pour les échographies. Tout le monde dans ce service a disparu. Il n'y avait pas de source d'énergie en relais. Simon depuis Ayala qui nous écrit ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Vraiment que le monsieur la laisse ça. Il a dû recevoir de l'argent pour raconter cette histoire mensongère. Donc qu'il arrête. C'est Michel qui nous écrit depuis Douala.
Bonjour à vous tous sur le plateau. Belle analyse de la vidéo par beaucoup de démentis. Chez nous, beaucoup de démentis sont faits chez nous par des gens conditionnés. C'est Guillaume depuis Douala. Il dit qu'on prétend apporter un démenti et pourtant nous sommes sous condition. D'après les déclarations du monsieur en question. Bonjour le plateau. Laissez mon bombo tranquille. Justement, et Loga depuis Lobessou Douala. Bonjour à tout le panel. Dieu a prévu la mort de cette femme. Alors, s'il vous plaît. Bon. Non, franchement, il y a des choses. Bonjour à vous tous sur le plateau. Le fils de ce monsieur fait la boxe, le coup de poing de ça, Dimitri Bisseux, depuis avant. Non, mais attendez, Jean-Bruno, je voulais dire une chose, permettez-moi, Patriarche. On est en train de parler de l'hôpital régional de Bertois. Moi, il y a un hôpital à Douala, l'hôpital du district de Daïdo. Je vous assure, et je le dis ici à Mondo Vision, il faut que monsieur le délégué régional de la santé du littoral voit le cas de cet hôpital. Je vous rappelle que c'est dans cet hôpital que le jeune homme qui avait été poignardé au lycée de Daïdo est décédé. Dans cet hôpital, j'ai amené mon épouse qui souffrait atrocement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a fallu qu'une personne entre dans la salle dans laquelle j'étais et dise « Ah mais monsieur Willika, vous faites quoi là ?» Quand le corps médical lui demande « Vous le connaissez ?» Non, il est connu. Non, c'est un journaliste. C'est à ce moment qu'il se lève pour venir demander à mon épouse de quoi il souffre. Je ne sais pas, Dieu est souvent fantastique, il est merveilleux, je ne sais pas ce qu'il a fait ce jour-là. Je suis resté tranquille et calme. Parce qu'à un moment, on a du respect pour le corps médical, mais il faut que ces gens sachent qu'on ne blague pas avec la vie d'un être humain. Tu as eu tort, il fallait Non, parce que je crois que bonjour, il faut qu'on fasse très attention. Parce que quand j'appelle cet hôpital-là est toujours la mort d'une personne. Cet hôpital-là est toujours comme ça. J'ai perdu mon frère à Bertois pour leur comportement. C'est Éveil depuis Bertois qui nous écrit. Voilà. Ici. Ouais, je voudrais dire une chose. Si ce monsieur est parti de l'hôpital pour aller contaminer son épouse, il doit être poursuivi. Parce que dans notre code pénal, il y a un dispositif qui fait que si tu sais que tu es malade et que tu contamines les autres, on puisse te poursuivre. Oui. Moi, je me suis servi de ça en Konsamba. J'ai demandé qu'on m'arrête les belles de nuit. Et je me suis arrangé avec le procureur. Celle qui est malade, en prison, elle croit qu'effectivement, elle va mettre longtemps. Mais le problème, nous, on s'était entendu que dès qu'elle est guérie, on la sort. Mais elles sont venues me dire, mais vous nous arrêtez, est-ce que nous ramassons cette maladie à terre? Il faut aussi arrêter les choses qui nous il fallait qu'elle crée un fichier dans lequel elle vont donner un certain nombre de renseignements et on a commencé à prendre les hommes effectivement et ceux-là étaient malades. Non mais ça, moi je voudrais encore dire que si la directrice de l'hôpital, maintenant nous apprenons même que le directeur de l'hôpital c'est une dame. Voilà. Si la directrice de l'hôpital a vraiment dit ce qu'on dit là, c'est-à-dire que le monsieur a fui, il s'est extirpé de l'hôpital et pas pu comprendre, ça veut dire qu'elle-même elle est doublement condamnable. Bah oui. Bien, et je ne veux pas croire que c'est un mensonge, parce qu'en fait, elle ne peut pas nous expliquer, la directrice de l'hôpital régional de Bertois, comment est-ce que quelqu'un qui s'est soustrait de l'hôpital se retrouve à nouveau encore à l'hôpital. Parce qu'en fait, s'il s'est soustrait de l'hôpital, vous l'accueillez certes, mais la procédure donc pénale, judiciaire, devait avoir été enclenchée. C'est clair. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que cette dame est en train d'exposer justement ce monsieur qui croit lui faire du bien, ce monsieur qu'elle a conditionné pour nous dire des mensonges, elle est en train encore de le noyer. Parce que désormais, dans un pays normal, les services de renseignement se récupèrent le dossier. C'est-à-dire que le mettre sous exploitation pour savoir comment il a fait pour revenir à l'hôpital sans procédure judiciaire et comment est-ce qu'il peut donc faire une telle vidéo sur son épouse sans émotion particulière et pour dédouaner l'hôpital et ne même pas soutenir ni son fils qui a brisé la vitre de sa voiture, ni sa propre fille qui a pris soin sur elle de mettre cette affaire à Mondo Vision pour que justice soit faite ou alors pour sensibiliser le peuple. Mais voilà, quelqu'un qui est soustrait, qui se soustrait, mais il y a un souci. Il y a un problème. Il y a un problème. Dans la plaie, il y a d'autres confrères
qui ont tendu le micro à cette femme, directrice de l'hôpital et docteur. Rien que son habillement montrait qu'elle n'est pas sérieuse. Oh my God. C'était là, tous les seins étaient dehors. Moi. Le patriarche a vu. Voilà une responsable qui se fait interviewer presque nue. Non. Lui, il est sur le banc, là c'est le commissaire qui parle. Oui, il a vu ce qu'il n'a plus vu depuis longtemps. Mais... Comment? Bonjour à tous. Et la directrice de l'hôpital régional de Bertois en plus. Oui. Bonjour à tous, très bon week-end. Le mari de la défunte n'est pas très sérieux. Lorsque j'ai vu cette vidéo hier, je suis tombé de nu. C'est une vidéo de circonstance. Nelson nous écrit depuis Billet-Massy. Bonjour à vous tous sur le plateau, c'est incroyable. C'est Madeleine de Village qui nous écrit. Elle dit seulement que c'est incroyable. Bonjour monsieur Bessala, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Ma femme a accouché un garçon et je veux lui donner le nom de Willy Valère Bruno à... Et moi, mon aide vient aussi. Je croyais que ça allait être mon nom tout seul, mais il dit Willy Valère Bruno. Pourquoi moi, je dois vous apporter le pauvre acteur de naissance, est-ce qu'il aura toute cette place? C'est le patriarche qui voulait dire. Non, je donne le nom. Willy Valère Bruno Aïssi. C'est pas mal aussi. C'est le nouveau nom, hein? Oui, Aïssi Willy Valère. Willy Valère Bruno Aïssi. Moi, je pas mon frère, donne le nom. Et tu mets ton nom à la suite, à la fin. D'accord. Oui. Après Aïssi. Après Aïssi, par exemple, si c'est monsieur Mbok, tu mets Aïssi Mbok. Si c'est monsieur Noir, tu mets Aïssi Noir. Nous croirons que lorsqu'on aura vu l'acte de naissance. Oui, tu vois, on va trouver une émission spéciale du 10-12 débat près de l'enfant avec le bébé. Voilà. Le bébé. Vous avez compris avec moi que nous n'aurons qu'un seul sujet c'est clair, au départ de celui dont on venait d'évacuer. Oui, mais c'est après triste, ça, nous allons renvoyer la religion pour la semaine prochaine. C'est triste quand même. C'est triste, Jean-Bruno, si on peut, à titre de conclusion, ce qui s'est produit du côté de l'hôpital régional de Bertois, parce qu'il faudrait que le corps médical sache qu'ils ont une mission particulière, celle de sauver les vies. Et rien ne vaut une vie humaine. Je dis rien. Vous avez beau... Je ne sais pas si vous avez actuellement votre tutrice qui est agonisante. Si on venait maintenant vous donner 2 milliards et vous disiez, monsieur Fangono, voici 2 milliards, est-ce que vous permettez que votre tutrice passe de vie à trépas? Je ne suis pas sûr que vous accepterez cet argent. Je ne suis pas sûr. Donc, il faut qu'il soit un peu sérieux. Bonjour, le plateau, le patriarche a dérangé. La directrice de l'hôpital n'était pas nue. Elle faisait seulement montrer les choses. Bonjour à vous sur le plateau. C'est monsieur que nous avons vu parler et tout sauf lui-même. Et il ne comprend même pas ce qu'il dit. Sinon, comment une personne en soins intensifs a pu faire une vidéo? La question est posée ce matin par un téléspectateur. Bonjour à vous. En plus, c'est pas lui qui tient la caméra. Donc il ne peut pas être en soins intensifs et faire une vidéo comme celle qu'il a fait. Merci. Bonjour à vous, tous sur le plateau. Tous les responsables des hôpitaux gèrent mal cette question du Covid pour parler comme femme d'Ongo. Vous aviez suivi monsieur Ekanga hier. Tous ces gens ne sont pas sérieux. Alain Bella, c'est toujours lui. Monsieur Bekamba, en fait. Mekamba alors. Mekamba. Voilà. Bonjour, les témoins de Jéhovah ne se soignent pas avec des prières et un temps de Jéhovah maîtrise leurs collègues leur colère devant les situations et un témoin de Jéhovah. Donc, c'est pour dénoncer Simbok. C'est ça. Bonjour, je reprends plutôt le message parce que là, je commence à le comprendre mieux. Bonjour, les témoins de Jéhovah ne se soignent pas avec les prières et un témoin de Jéhovah maîtrise sa colère devant les situations et un témoin de Jéhovah ne peut jamais être corrompu pour agir. Donc la dame fait erreur. Ralph de Orleans, je vous dis un témoin au lieu de temps. Oui, ça, moi j'ai corrigé. J'ai corrigé, c'était pour...
répondre à... La seule chose que je sais, bonjour, c'est c'est que Simplice depuis Libreville. Cet homme n'a même plus toute sa tête sur place car on voit très bien qu'il est manipulé. Notre ami nous écrit depuis Libreville au Gabon. Bonjour à vous. Que M. Bessala parle au conditionnel car il ne peut pas dire qu'elle a conditionné le veuf. Il n'a aucune preuve qu'il soit moins catégorique dans ses dires. Merci. Nous écrit un il est conditionné le veuf, il est conditionné. Mais quand on a fait une analyse, on déduit des faits qu'il y a peut-être un nom. Bonjour à tous et très bon courage pour votre émission. Moi, je pense que tout le système sanitaire de notre pays devrait être refait pour éradiquer la corruption et le manque de professionnalisme qui règne. Stéphane Sap depuis Mongomo, Guinée équatoriale. Merci de nous regarder depuis la Guinée. Alors, dernier tour de table, c'est vrai que Uli, lui, il a conclu. Ouais, voilà. Donc, je vais prendre le patriarche Chivalet Betranvesala. Bonjour, cette femme ne dit pas la vérité. L'hôpital de Bertois a tué beaucoup de personnes pour son comportement. Merci. Bonjour à tout le plateau. Merci pour vos analyses. Ce monsieur est manipulé. Voilà tout ce qui arrive dans un pays où la vocation a foutu le camp. Bonjour à vous tous sur le plateau. Vraiment, le corps médical doit être sérieux. J'ai subi pire traitement à l'hôpital Jameau lundi avec mon frère soupçonné atteint du Covid-19 à Bréjon. Au Bréjon de Bastos nous écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Nos hôpitaux ne sont que des mouroirs. Simon Wam depuis Emana est l'auteur de ce message. Alain Bella est revenu. Il dit le patriarche apparemment aime les seins. Hein? Mais lui, il a eu le biberon. Moi, c'est les seins qui me nourrit. Effectivement, c'est une famille de témoins de Jéhovah. Là, ce n'est pas le débat. Bien, patriarche, conclusion sur la situation de la conclusion est que les Camerounais doivent prendre conscience que ce pays nous appartient et qu'il n'ira de l'avant que lorsque on aura décidé qu'il aille de l'avant. Personne d'autre ne viendra faire cela à notre place. Donc, vraiment, des choses comme celles que nous avons vécues dans ce cas-là ne devraient pas arriver. Malheureusement, il y a le problème de la corruptibilité, disons même le goût effréné de l'argent. En passant, je ne dis pas que l'argent est une mauvaise chose, mais il faut le gagner de manière honnête. Et alors à ce moment, il sert vraiment l'intérêt général. Bonjour, bon début de week-end à vous tous sur le plateau, surtout à Valère et à Uli. C'est Alex Fouet qui nous écrit depuis Jeux et Télé. Valère Betranvesala, conclusion. Non, je crois que cet élément, depuis avec la réception ici de M. Makamba, on a compris effectivement que Info TV ne s'est pas trompé sur ces informations et que nous faisons jusqu'ici un travail de fond. C'est-à-dire que tout a été confirmé. Et voilà encore un cas que nous avons sous nos yeux. Mais je crois aussi que l'autre leçon que nous avons à apprendre, c'est que nos aînés dirigeants sont prêts à tout pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, et chacun à son niveau, parce que quand nous disons seulement s'éterniser au pouvoir, il ne s'agit pas seulement du président Paul Biya ni des membres du gouvernement, même un petit délégué, un petit directeur général, un petit directeur d'hôpital régional veut aussi s'éterniser là où il est. La preuve, vous avez vu tout un père de famille qui traîne dans la boue la mémoire de son épouse en déformant l'information, en apportant une désinformation sur une réalité à laquelle tout le monde a assisté, du moins de par la vidéo, que ses propres enfants ont eu à réaliser pour pouvoir démentir ce que nous voyons. Vous ne pouvez pas apporter un démenti verbal sur des faits qui ont été vus et entendus. Donc c'est ça, ce pays. Donc je crois que le peuple camerounais tout entier, je sors par là, doit comprendre que la pandémie Covid-19 est une affaire que chacun doit prendre par devers lui-même, au sérieux, suivre les mesures barrières et se dire que si jamais je suis malade, je dois m'apprêter à m'en tenir à mon propre sort, à me débrouiller pour sortir de ce traquenard sanitaire et ne pas compter sur nos membres du gouvernement qui ronflent à longueur de journée autour des caisses et qui passent le temps justement à transformer notre pays
pays en une république des souris et tout ce qu'on peut imaginer. Merci à vous, messieurs. On revient sur le plateau tout à l'heure. Ça sera juste après la page publicitaire, la revue de presse, pour la suite de notre émission qui va ouvrir la page consacrée cette fois-là à la politique. J'ai dit la religion, c'est pour la semaine prochaine. Mais avant de prendre cette transition qui nous ramène tout droit vers la publicité, c'est pour appeler tout simplement et vous inviter à ne pas rater le 20h parce que nos correspondants du côté de Berthois sont en train de mener des enquêtes pour nous pondre, comme on dit chez nous, un papier qui va mieux nous éclairer sur la situation qui tourne autour de cette... Avec les interviews de la directrice de l'hôpital et du délégué régional de la santé pour la région de Berthois. Il ne faut pas qu'elle s'habille comme elle fait pour influencer les journalistes. La publicité. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAG, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, et plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille,
et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte ASIMBA, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement, pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Merci de nous regarder tous les jours, du moins du lundi au vendredi entre 10h et 11h52. La revue de presse, nous ouvrons la page par le journal. Le détective qui nous parle du Parlement, enjeu d'une session très ordinaire. Et c'est pour comprendre cette information que nous allons dire examen des textes législatifs dont l'ordonnance modifiant et complétant la loi de finances 2020 dans un contexte marqué par la lutte contre le Covid-19, accueil des nouveaux députés, réunion du Parlement en congrès et contrôle de l'action gouvernementale au menu des travaux de la deuxième session parlementaire ordinaire de juin ouvert hier au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était donc avant-hier pour être beaucoup plus précis. C'est dans la page 3 qu'on a l'information relative au Parlement et dans le détective de ce matin. La suite, c'est la République Presse. Route Tinga, village Olembe 2, livraison prévue pour décembre 2020. En image, l'habitat et les sports. Le jour, mort du journaliste Ouazizi, les députés réagissent. Et nous avons Adamo Koupit, Mohamedou Jafarou, Cabral Libi, Jean-Jacques Zam, Germain Mengue qui donnent leur déclaration dans les colonnes du journal Le Jour de ce matin. Pour Émergence, ce quotidien nous parle du Cameroun, comment lutter contre les discours haineux et tribaux. 13 experts s'affrontent dans les pages 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de ce journal. Cameroun Tribune, respect des mesures barrières. Le Premier ministre remobilise son équipe. La suite, c'est le quotidien. Lutte contre le coronavirus à Monatélé, le maire Mbassi Bessala monte au front. Après ce journal, prenons Réalité Plus. Les sous-préfets signent désormais les attestations des diplômes. Joseph Lé à Tangandi ont fini le tableau. La suite, c'est dans le journal Mutation que nous retrouvons Emmanuel de Tali, le JICAM, Tawamba et moi. Le directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun dit son honneur d'être le deuxième vice-président du groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM, et de siéger avec les administrateurs aux côtés de son président. Qu'il le présente comme un redoutable entrepreneur et un formidable leader du patronat. 8 et 9, vous avez cette information en intégralité. L'économie, Covid-19, ces secteurs qui enregistrent plus de 50% de pertes d'emploi. Après ce journal, prenons le messager exportation foncière, expropriation foncière. Les bananes persistent et signent déterminés à ne céder le moindre mètre carré à l'État. L'unité forestière d'aménagement de Yingui dans l'Uncam durcit le ton.
La suite, c'est avec cette autre information, toujours traitée dans les journaux. Cette fois-ci, la Gazette du Noun, justement. Réserve forestière de Melap et Tabé, génocide écologique à ciel ouvert. C'était tout pour la revue de presse de ce matin. Un petit commentaire? Un petit commentaire sur le Banen qui refuse de céder le terrain. Mais je crois que le combat arrive avec un peu de retard. Parce qu'il y a un texte, je ne peux pas vous donner les références, mais le texte existe, qui fait que nous ne sommes plus propriétaires de nos terrains. Le domaine, tous les terrains appartiennent à l'État. Et aujourd'hui, effectivement, avant, on pouvait se dire propriétaire d'une parcelle de terrain parce que son grand-père y était, son père y était, mais on a sorti un texte qui fait que les autorités administratives aujourd'hui ont une affaire tout à fait juteuse. Parce que pour qu'on te délivre un titre foncier, il faut des démarches, il faut des déplacements, et du sous-préfet, et du cadastre, et j'allais dire, tout un cinéma qui fait que finalement, le terrain n'appartient à un Camerounais que lorsqu'il a déjà le titre foncier. Il n'est plus question de dire c'était le terrain de mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont se comporter, comment l'administration va se comporter face à la révolte de Banen, qui est d'ailleurs justifiée parce que, il faut le dire, ce texte avait été pris par des fonctionnaires qui profitent de son existence pour se faire... Vous avez des fonctionnaires qui ont 10, 15, 20. Il y a même un très proche du président qui a plus environ 100 titres fonciers. Donc, on devrait, de mon point de vue, on devrait soutenir le Banen pour qu'on revienne sur ce texte qui, effectivement, a mené à manger aux fonctionnaires. Merci à vous, Patriarche. Ça nous ouvre déjà l'esprit aussi pour savoir que ça peut être à l'ordre du jour, comme thème. Oui, non, justement, parce que... Et de toutes les démarches qui s'imposent pour l'obtenir, qui jusqu'ici n'est pas tout à fait facile. Le titre foncier est gratuit. Gratuit, mon œil. Oui, mais, Patriarche, le cas de Banen, d'ailleurs, dont nous sommes limitrophes, est un cas parmi tant d'autres. Justement, Willy, on va en parler. Voilà, merci Jean-Bruno. Monsieur Fangano, Patriarche Bilois ici, Monsieur Bessala et Monsieur Kak, bonjour à vous. Je cherche en Yambeta le mot pour vous qualifier que la langue française empruntera chez moi, car vous êtes incommensurablement généreux. Vous avez surpassé le plafond de l'excellence. C'est Étoile depuis Berthois. Tout ça, c'est pour nous. Elle est Yambeta. Elle est Yambeta, mais elle est de Kony Yambeta. Il dit qu'il cherche le mot en Yambeta pour nous. Yambeta, c'est là le Mbam. Oui, bonjour à vous. Je vais vous envoyer une preuve d'un cas avéré de corruption au sein du ministère de la Santé publique dans le cadre de l'attribution du marché au projet PRPSS. Voilà, très bien. Mon téléphone est ouvert. Il est ouvert Merci. À tout moment. Bonjour, je crois que cet homme n'a plus toute sa tête en place. C'est pas sérieux qu'il puisse couvrir un hôpital qui a montré toutes ses failles. C'est couvrir. Un hôpital qui a montré toutes ses failles. C'est Mabika qui nous écrit depuis le Gabon. Merci. Alors, ils sont nombreux qui ont jusqu'ici résisté, qui ne pensent pas appartenir à l'autre bord politique ou alors à d'autres bords politiques, pendant que nous avons des preuves. Il y a quelques jours, l'un de ceux qui appartenait à un camp est devenu même un haut cadre pour le pays. Vous allez suivre mon regard parce que de ce côté, nous parlons des partis politiques, mais de l'autre côté, ils n'ont pas attendu longtemps pour dire c'est fini pour nous, bien que nous soyons en tout début d'une année législative. Ce sont ceux qui ont décidé d'être maires au lieu d'être députés. Mesdames et messieurs, à vous, messieurs sur le plateau, on parle désormais de cette démission, soit pour la casquette de député, le titre de député, ou alors pour appartenir à un bord politique quelconque. Willy Kak, l'information
est sur le tous. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se discute même dans les boîtes de nuit. On en parle parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un peut laisser la fonction de député pour devenir maire. Il était en boîte, hein, parce que ça c'est clair. Non, je préfère commencer, permettez-moi de commencer par ces changements de casquette politique. Je commence par cela parce qu'il y a le cas patent de notre papa Jean-Jacques Ekindi qui moi me cœur. Figurez-vous, il me cœur pourquoi? Parce que je me souviens lorsqu'il est candidat à la députation dans le Vuri 1. En commando, j'avais couru avec une en pleine nuit parce que apparemment les gens avaient reçu des instructions pour le faire passer de force. Et moi, je suis dans mes marches nocturnes, là, j'ai mon frère, un de mes frères du quartier que je vois, qui vient vers moi et dit que on a Kengwe, Franck, tu cours avec. C'est l'une des choses que j'ai faites et que je regretterai. Moi, je ne suis pas trop suiviste. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette une. Cette une de l'Écam. À l'époque, on venait. Non, c'était l'Écam. Je crois qu'on venait d'instituer les urnes transparentes là. Quand je me mets à courir et à un niveau, il y a quelqu'un qui me dit que donne-moi, c'est bon. Lui aussi, il continue à courir et on se retrouve à balayer et tout. Après, je me rends compte qu'en fait, il était question de truquer les résultats. Donc, on fuyait avec l'une. Vous avez parlé de quelle élection? L'élection qui a porté M. Jean-Jacques Ekindi à la députation, là. 2012-2013. Voilà, quelque chose comme ça. Mais jamais il est venu dire. Jamais il n'a dit merci aux populations de Douala Premier. Parce que Douala Premier, c'est un commando, Bali, Deido, Aqua et tout. Jamais. Voilà un monsieur qui nous a raconté une histoire selon laquelle il était le chasseur des lions, mais qui aujourd'hui se retrouve dans la tanière du lion. Donc, vous comprenez, c'est ça que je dis que c'est le cas qui me cœur le plus. C'est la preuve que nous avons une opposition alimentaire au Cameroun. Nous avons une opposition alimentaire parce que quand on se souvient de ce qu'était, quand on parlait de l'opposition, l'UPC, c'est des gens qui avaient un projet politique. C'est des gens qui avaient des convictions et qui étaient prêts à mourir. Il y avait une idéologie. Ils avaient une idéologie. Aujourd'hui, quand vous regardez nos partis d'opposition, je m'excuse, Valère Bertrand, je ne sais pas si je ne voulais pas penser que c'est votre cas, vous leur demandez quelle est votre idéologie, quel est votre discours, quel est votre projet politique. C'est que Paul Biya must go. Yes, Paul Biya must go ou must go. Et après Paul Biya doit partir. Comment vous pouvez imaginer qu'un monsieur comme Zongang fasse les yeux doux au RDPC. Seigneur. Et monsieur qui nous a baladé à Douala avec les... Excusez-moi. Vraiment, la politique dans ce pays, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas... Donc, je deviens un peu plus sérieux pour dire que moi, ces changements de bord politique aujourd'hui ne m'étonnent pas. Vous savez qu'on annonce d'ailleurs, on attend encore la confirmation, l'enrôlement dans le PCN de Maître Michel Doki. Il y a le cas de M. Ndjamen aussi qui fait parler, même si il a fait une dernière sortie chez certains de nos confrères à Douala pour dire que non, c'est vrai qu'il y a certains partis comme le PCN qui lui font les yeux doux, mais que lui reste au MRC, puisqu'il faut dire qu'il est secrétaire national en charge des droits de l'homme dans ce parti politique, mais qui a quand même une histoire particulière aussi parce qu'il militait pour le SDF. Et les raisons pour lesquelles M. Ndjamen est parti du SDF pour le MRC, on le sait, parce qu'il s'était rendu compte, après les élections présidentielles qui avaient fait du MRC le premier parti d'opposition, il avait senti le coup. Et il a d'ailleurs poussé plus loin en se présentant à la candidature de maire de la commune de Douala 5e, où un arrondissement dans lequel le MRC avait un fort ancrage. Maintenant, malheureusement pour lui, et d'ailleurs il a même été très critique envers le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, pour dire que lui, il n'a jamais accepté cette décision. Donc, je voulais d'abord, pour ce premier jet, revenir là-dessus pour dire que je prie Dieu qu'on ait une opposition forte. Parce qu'une nation forte, ce sont ces hommes. Et un pays avec une politique forte, c'est un pays qui a une opposition forte. Qu'on arrête d'avoir des opposants alimentaires.
Vraiment, et c'est décevant pour le peuple parce que ces gens, quand je vois toutes les personnes qu'ils traînent toujours après eux, des jeunes qui croient à leur projet, il y a notre frère, mon petit frère Cabral Libiringue qui aujourd'hui mange dans la paume de main du RDPC alors qu'il a tenu des discours pleins d'espoir, de changement aux étudiants et aux élèves et tout. Heureusement que nous autres, on ne partait pas dans ce genre de conneries. Alors, voilà ce qui se passe, Patrice Bilois, ici, avant d'introduire Valère, qui, lui, est président d'un parti politique. Oui, je confirme. Je ne sais pas s'il est comme ce parti politique. Non, donc, je voulais faire allusion. Je n'ai pas comme le enquête sur le parti de Valère. On ne comprend véritablement pas. Est-ce que c'est un manque d'idéologie ou de sérieux dans son assiette politique qu'on réussit, ou alors on se décide à aller maintenant appartenir à l'autre camp? Il y a ça. Et maintenant aussi sur l'actualité autour des députés, ils sont 3 au total qui ont dit avec l'Assemblée nationale, on peut d'abord mettre la pédale douce, on s'occupe de nos localités. Voilà 2 informations qui vont de pair, qui nous font parler de la politique aujourd'hui. De manière générale, l'Afrique et de manière particulière le Cameroun, il y a une maladie qui veut que ces pays d'Afrique ne soient pas sérieux. Parce que lorsque vous allez en Europe ou ailleurs, même aux États-Unis, il y a des postures. Lorsque quelqu'un parle, vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce qu'il est républicain si vous êtes aux États-Unis ou est-ce qu'il est démocrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne de conduite, l'idéologie de chaque parti est connue. Et la première bêtise en Afrique, c'est cette floraison de partis. Comment pouvez-vous penser qu'au Cameroun, on peut trouver 300 idéologies différentes? Donc, nous ne faisons pas encore la politique. On cherche effectivement où se mettre à table. Et à partir du moment où la proposition vous a été faite de ce côté, vous y allez. Je dis, vous venez en Europe. Vous savez que tel est de gauche, tel est de droite, tel est du centre, tel est de l'extrême droite, tel est de l'extrême gauche. Et ainsi de suite. Mais ce ne sont pas des vues de l'esprit. C'est-à-dire, c'est des visions particulières de la marche du monde. Qui sont construites. Oui. Donc, quand chez nous, vous avez des chercheurs d'emploi et des chercheurs de gombo, on vous dit qu'ils sont politiciens. Parce que, lorsque quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si vous n'avez pour idéologie que Biya Mosco, mais vous êtes un plaisantin. Parce que celui qui veut se positionner doit dire aux Camerounais comme aux Africains, si je suis au pouvoir, voici ce que je veux faire, avec tel moyen. Mais lorsque vous venez pour dire il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, le chef de l'État est vieux, il faut des jeunes, comme si être jeune était une référence, ou alors quelque chose qui vous donne la certitude qu'on est honnête, on est patriote, on est nationaliste. Il y a des jeunes bien, il y a des jeunes mauvais. Donc, le problème du Cameroun est celui-là du manque d'idéologie. Vous avez des putains politiques qui partent d'un parti à un autre simplement parce qu'on leur a dit ici, on va vous faire de la place. Non, la politique, ça ne se fait pas de cette manière-là. La politique se fait par des convictions, par une vision. Et lorsqu'on entre dans un parti, c'est parce qu'on est convaincu du projet d'idéologie, et du projet de société. À ce moment, si c'est le cas, vous ne pouvez plus quitter ce parti. Vous pouvez, à la limite, s'il y a des dérives, dénoncer à l'intérieur du parti les dérives qu'on constate. Mais au Cameroun, M. N'Djamène peut se balader d'un parti à un autre et il continue quand même à aller sur le plateau. Lui, il a dissous son parti. Il continue à se balader sur les plateaux de radio et de télévision
comme homme politique. Mais non, un amuseur politique, ça passe. Mais homme politique, il n'y en a pas beaucoup. Et ce n'est pas parce que Valère est là que je dis, lorsque tu entends parler Valère, tu comprends ce qu'il veut, où il va et avec quoi il veut carburer. Mais vous avez des gens, que ce soit au sein du RDPC, que ce soit hors du RDPC, qui ont, pour tout discours, le président a fait ceci, le président a fait cela. Et vous allez au MRC, tout le monde est drogué. Parce que le professeur Maurice Kamto et ceci, le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas un projet de société, le professeur Maurice Kamto. Nous voulons, lorsque quelqu'un se présente devant nous, qu'il nous dise à quelle sauce il va nous manger. Oui. Je voudrais vous citer une expression. Vous imaginez un peu qui était l'auteur de cette expression. Le mensonge est consubstantiel au RDPC et à son chef. Le mensonge est consubstantiel au RDPC et à son chef. Le chasseur de Lyon. Non. Maurice. Monsieur Issa Thiro. Ah oui, 2007. Dans les radios, là. Je me souviens, 2007. Monsieur Issa Thiro. Mais regardez la situation actuelle. Il est où? À gauche, à droite? Non. Valère Bertrand Bessala, oui, nous sommes là pour parler des politiciens et vous en êtes un. Avant de parler des députés, nous parlons justement de ces gens qui veulent changer de bord et ceux qui l'ont même déjà fait. Qu'est-ce qui peut susciter cela? Comment ça peut véritablement s'expliquer? Micro tendu. C'est fait depuis. Non, j'évacue d'abord en quelques secondes l'histoire de l'Assemblée nationale sur le problème des incompatibilités. On ne peut pas, depuis 1997, je crois, ils sont au courant de ça. Oui, on ne peut plus être maire et député. Ils sont au courant de ça. Oui, mais beaucoup pour maximiser. Non, mais beaucoup pour maximiser. Les chances. Entrent dans la liste des municipales et entrent dans la liste des députés. Donc si c'est échoue à gauche, il gagne à droite. Si c'est échoue à droite, il gagne à gauche. Donc, mais comme ça a réussi des deux côtés, il préfère aller là où il se sent plus à l'aise. S'il est honnête, il préfère aller là où il peut beaucoup manger s'il est malhonnête. Comme vous pensez pouvoir évacuer très rapidement cela, alors que nous sommes là à la deuxième session parlementaire. Pendant que nous y sommes, il y a des dotations qui ont été... Ils ont participé à la session plénière et ils ont reçu la dotation. Ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser. Et vous posez une question. Ils doivent rembourser. Parce que s'ils choisissent d'aller, mais ils remboursent tous les frais de session. Et même la responsabilité de l'Assemblée nationale est mise à mal. Parce que le président de l'Assemblée nationale n'a pas fait son travail. Parce que c'est dès le départ, lors de la validation des mandatures, qu'on devait déjà leur demander, tu choisis la mairie ou tu choisis ceci. Exceptionnellement seulement pour ceux dont les résultats ont été peut-être annulés et dont l'élection était postponée, c'est-à-dire renvoyée à plus tard. Donc c'est là au moins on peut les comprendre. Mais pour les autres, la responsabilité de l'Assemblée nationale et la responsabilité individuelle de chacun. Bon, mais moi c'est votre conclusion aussi sur concernant les députés. C'est clair. Oui, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Ok, on continue. Maintenant sur l'autre point, moi vous dites moi je suis un politicien. Non, moi vous savez. Moi, je ne prétends pas être un politicien. Moi, j'apprends la politique. Moi, j'apprends la politique et j'ai décidé de l'apprendre sur le terrain. J'ai décidé de l'apprendre dans la boue. Parce que c'est ça le plus important. Parce que ceux qui se disent justement politiciens, je ne sais pas s'il y a une école des politiciens. Parce que quand on dit toujours, c'est un politicien, c'est un homme politique, vraiment, moi, je suis un apprenti de la politique. J'apprends la politique au quotidien. Et quand je l'apprends sur les gestes de ceux qui sont en face de moi, les gestes de ceux et les actes de ceux qui sont passés sur ce chemin avant moi. C'est ces gestes et ces actes qui me permettent en fait de me construire moi-même une étoffe de politicien, si vous voulez. Donc je suis en éternel apprentissage. Moi j'ai appris non scolaire cette vité. Moi j'ai aussi appris que la meilleure école est dans l'apprentissage et l'école ne finit jamais. Donc, jusqu'à ce que peut-être je fermerai les yeux, je serai toujours à l'école de la politique. Je serai toujours à l'école de la politique. Donc, je ne suis pas un politicien, je suis un apprenti de la politique. Pas un apprenti sorcier, mais un apprenti de la politique. Si j'ai évacué cela, je voudrais aussi quand même me dire une chose, c'est que M. Willy Kaka dit tellement de belles choses, parce que et j'emprunte le terme justement du patriarche qui a utilisé aussi un terme un peu les putains politiques. Ah, c'est pas un terme fort, c'est un terme normal.
il a tout son sens. Moi, je me souviens sous une télévision concurrente, et je crois que j'avais peut-être été bénéficiaire d'une inspiration divine. Je demandais justement à Léné N'Djamène s'il pouvait faire confiance à un prostitué politique. Il n'avait pas compris ma question. Je voulais justement lui poser la question de savoir s'il pouvait faire confiance à Maurice Kamto, qui était parti d'un bord à un autre, pour son avenir politique à lui. Et l'histoire m'a donné raison, puisque le 25 novembre, il faisait comprendre aux gens du MS que vraiment le parti n'ira pas aux élections. C'est ça le prostitué politique, le putain politique. Le patriarcat, lui, il a parlé comme ça. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui, ici, quand ça fait froid ici, il va là où ça fait chaud. Quand c'est tiède là-bas, il va là où c'est tiède. Quand ça revient, non, c'est compliqué. Donc, c'est ça le véritable souci. Pour dire quoi encore, il dit que M. N'Djamène et Noki et tout ce monde-là, c'est des gens brillants, vous voyez, c'est des gens brillants, mais qui ont fait de la politique, qui n'émergent pas en politique parce qu'ils n'ont pas su donner à la politique ce qu'elle attendait d'eux. Vous savez, le monde de la politique est comme la vie elle-même. Vous donnez à la vie, elle vous remet ce que vous lui donnez. Vous priez Dieu, que ce soit Dieu de nos ancêtres, que ce soit Dieu d'Abraham et de Jacob, de Willy Kak, vous le priez, vous lui demandez ce que vous voulez, vous faites ce qu'il vous demande, il vous renvoie aussi ce que vous lui demandez. La politique, c'est ça. Il faut que des gens apprennent au Cameroun que la politique n'est pas un gagne-pain. La politique, c'est un métier. La politique est d'autant plus un métier qu'elle a besoin de tout notre investissement. Notre investissement, ce n'est pas l'argent. Quand j'ai commencé cette affaire de politique, on m'a dit, pourquoi tu ne rejoins pas ton frère Cabral à l'élection présidentielle? J'ai dit, je me suis rapproché de mon frère. Et Bon, vous savez aussi, quand quelqu'un a déjà pris une avance, parfois il se dit que vous qui venez là, vous venez pour le gêner et tout ça. Mais c'est mon frère. Moi, j'ai dit, je soutiens la jeunesse partout où elle se trouve. Je sais que le patriarche n'aime pas trop cette expression-là, mais c'est mon dada à moi. C'est-à-dire que j'ai compris que nous ne pouvons pas faire la politique comme tout le monde. Il faut faire la politique autrement. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être ce parti généraliste, c'est-à-dire au parti Jouvence que je dirige, ne peut pas être comme ce parti généraliste. On s'occupe de tout le monde et on ne s'occupe de personne à la fois. C'est en fait ça. Nous sommes aussi dans une atmosphère de fin de régime, où quand même l'essentiel de la population camerounaise est jeune, et qui pense que les aînés ont échoué. Nous ne voulons pas créer cette césure entre les aînés et les plus jeunes. Nous voulons nous mettre entre ces deux factions-là pour leur dire que nous pouvons composer quelque chose, mais en plus jeune. Plus jeune ne veut pas forcément dire que c'est les moins de 30 ans ou les moins de ceci. La jeunesse, c'est aussi les jeunesses des idées. C'est pour ça que le parti s'appelle Jouvence, c'est-à-dire la jeunesse. C'est-à-dire, comme les autres disent, la renaissance, mais la renaissance des idées et de la société. Parce que c'est en fait ça. Donc, si vous regardez, moi je crains beaucoup, et je le disais en offre à M. Kak tout à l'heure, je dis que je crains que M. N'Djamène ne se trompe encore. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont un peu rendus comme des profiteurs de la politique. C'est-à-dire que là où c'est bon, ils courent. Mais ils ne savent pas comment, là où c'est bon là, a été construit pour que ça devienne bon. C'est clair. Moi, j'ai appris une chose des aînés et je l'ai toujours pratiqué. Ça, mon grand-père, un très grand politique ici à Yaoundé, chez les Mboga Temanga. J'ai appris une chose. Quand quelqu'un t'invite dans son affaire, soit tu fais ce qu'il te demande de faire, tu rentres dans son affaire, soit tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire et tu le laisses passer avec sa chose. C'est comme cela. Le MSC a été créé sans vous. Ils ont eu les premiers résultats en 2013. Ils ont eu leurs moyens pour aller à la présidentielle. Vous ne savez pas d'où ça venait. Vous êtes venus entrer. Et puis vous vous plaignez que le MSC décide de ne plus aller aux élections. Vous dites vous a déçu, ils vous ont ceci. Quand ils construisaient leur affaire, vous n'étiez pas là. Vous avez décidé de venir entrer dans leur affaire. Tu as quitté le SDF, tu es venu entrer dans cette affaire-là. Soumets-toi à ce qu'on dit là-bas et ce qu'on fait là-bas. Parce que tu n'étais pas au début de l'affaire. Et quand tu as décidé d'entrer, c'était pour faire ce qu'on y fait. C'est ça, la politique. Si les gens vous invitent, faites ce qu'ils vous disent. Moi, j'ai toujours aussi l'habitude de dire, en management, on me l'a aussi appris. Si un aîné te dit, viens m'aider à faire ceci, il dit, prends ma maison là, on prend ma maison, on met les fondations en haut, on met le toit en bas. Si tu n'es pas d'accord, dis que grand frère, moi je n'ai pas appris, je ne connais pas gens de maison où le toit est en bas là. Je préfère passer la chose. Si tu es d'accord, alors dis-lui seulement, pose-lui seulement une question, grand frère. On commence par où? On commence par où? C'est-à-dire qu'on commence à pousser la maison par où pour que le toit soit en bas. C'est comme cela le monde, la vie. Pour bien vivre avec les gens, il faut vivre avec eux selon leurs habitudes. C'est comme cela que ça marche. Donc il faut que dans ce pays, on apprenne à comprendre une chose. Si nos politiques ne sont pas ce que le peuple attend, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que la politique c'est un métier.
Moi, j'ai décidé de faire de la politique un métier. Je n'ai pas besoin de raconter toujours ma vie à chaque fois. Mais j'ai décidé d'en faire un métier, de me consacrer à cela. J'aime toujours le dire à mes enfants dans mon parti. Je leur dis toujours, je vous ai donné 12 années de ma vie. À 50 ans, je quitte la politique, je rentre à autre chose. J'ai tout sacrifié pour ça. Il faut que les aînés et tous ceux qui rentrent dans la politique le comprennent. Aujourd'hui, peut-être, je sors par là, M. parlait de notre frère commun d'ailleurs, Cabral Libi. Moi, je fonde toujours mes espoirs en lui, parce que je ne suis pas du genre de jeunes qui pensent que tout le monde peut être président de la République. Vraiment, tout le monde peut être président de la République. On dit souvent parfois, si ton frère t'a dépassé, soutiens-le pour qu'au moins il arrive. Parce que quand il va arriver, au moins peut-être, il pensera aussi à ceux qui sont comme toi dans votre situation de marasme. Il a pris une avance. Il faut absolument le soutenir. Maintenant, il est un humain. Il peut déraper. Il peut faire ceci. Moi, je fonde toujours l'espoir qu'il peut se redresser. Il peut se rattraper au courant du chemin. Mais s'il ne se rattrape pas, nous sommes là pour poser la cale. C'est-à-dire que si, moi j'aime toujours l'appeler, je sais que les gars du PCRN me regardent, ce sont mes grands amis, j'aime toujours l'appeler et ils aiment toujours en rire, j'aime toujours l'appeler Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je ne vais pas développer parce que ceux qui ont lu la Bible savent qui est Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il prépare le chemin. Il les prépare le chemin parce que si Jean-Baptiste réussit à devenir Jésus, tant mieux. Mais s'il ne peut pas réussir à devenir Jésus, au moins qu'il reste Jean-Baptiste qui ira au moins à la droite du Père. C'est ça la grande logique actuellement qui se joue en politique et surtout sur la scène politique camerounaise s'agissant de cette fin de régime. Il faut que nous comprenions cela aujourd'hui. La jeunesse a besoin des éclaireurs. La jeunesse camerounaise a besoin des modèles. Et moi, j'ai décidé d'être ce modèle-là qui peut donner encore espoir à la jeunesse, c'est-à-dire quelqu'un qui réussit à tout sacrifier. Les privilèges de mon métier, les privilèges de toute ma formation, les avantages et tout, pour rentrer dans cette boue-là. C'est les aînés qui m'ont fait comprendre ça, parce que je ne comprenais pas le mot boue avant. C'est-à-dire quand j'ai décidé d'entrer dans la politique, un aîné m'appelle et me dit « Qu'est-ce que tu as décidé d'entrer dans la boue là alors que tu avais toutes les occasions pour devenir quelqu'un dans ce pays ?» J'ai choisi d'entrer dans la boue pour que ceux au moins qui sont dans la boue comprennent qu'il peut encore avoir des anges venus du paradis qui viennent les chercher pour les y amener. C'est ça le plus important pour moi. Alors, oui, à la suite des analyses de Bertrand, d'ailleurs, j'ai de plus en plus d'informations sur ces interactions politiques et je l'encourage dans ce sens-là parce que je pense aujourd'hui qu'on peut être un autre Camerounais que ce que sont tous les Camerounais. On peut être un autre Camerounais que ce que sont tous les Camerounais parce que, comme j'ai souvent pour habitude de dire, le Camerounais, c'est celui qui se distingue par les habitudes purement camerounaises. C'est-à-dire que quand il arrive quelque part, il fait quelque chose, on dit non, ça c'est un Camerounais. Mais il y a des Camerounais qui peuvent faire autrement que comme tous les Camerounais. Quand je l'ai dit, je ne parle plus de ce changement de bord politique. Je reviens, permettez-moi, M. Fangono, sur ce choix fait par ces trois membres, ces trois illustres députés, que sont la veuve Ndoya et les deux autres du parti. Boubakari Dida de Mayo-Louti, voilà, et Ousmane Sali de Benoué. De la Benoué, tous c'est dans le Grand Nord. Ils appartiennent au FSNC, le parti dont M. Issa Tourouma est le président. Vous voyez, ça c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, la politique alimentaire. C'est-à-dire que les gens qui manquent de conviction. Parce que lorsqu'on s'engage dans la politique, il faut avoir un projet politique. Il faut avoir une idéologie. Il faut se dire, voici ce que je vais faire en politique. Mais la politique au Cameroun est alimentaire parce que les gens vont en politique pour changer leur statut social. Et c'est pourquoi on aura toujours ce genre de situation. C'est-à-dire comme monsieur qui est député, qui doit être la voix du peuple au niveau du Parlement, vous dites non, moi je préfère la municipalité parce qu'on lui a dit qu'au niveau de sa municipalité, il peut engranger en un mois 100 millions de francs CFA. Je voulais toujours parler de la mairie de Yokadouma. Il y a l'un des maires là-bas, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours là, qui s'amusait un jour avec un de ses copains qui dit que monsieur le maire, pourquoi toi aussi tu voudrais pas, tu ne tentes pas ta chance au niveau de la députation? Il dit que mon frère, toi tu as la tête d'une mairie comme celle de Yokadouma, tu vas chercher quoi au Parlement? Puisque la mairie là, vraiment, pour ceux qui savent cette mairie, qui connaissent cette mairie autant pour moi, peuvent vous dire que c'est l'une des mairies les plus riches du Cameroun. Puisqu'elle est dans une zone dans laquelle on exploite du bois,
on exploite certains minerais, je crois que ça va être le diamant, le l'or, la bauxite, quelque chose comme ça. Donc un monsieur comme celui-là, vraiment il n'ira jamais au Parlement. Parce qu'il sait déjà que lui là, là où il est là, il va s'engraisser jusqu'à ce que mon s'en suive. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que Madame Joya, j'ai entendu l'un des députés de l'UDC vouloir lui trouver, vouloir arrondir les angles dans sa décision. Vous savez d'ailleurs la façon dont elle a été élue. Il y a eu toute une bataille dans le Noun où elle s'est positionnée sa mère et tout cela. Mais venez nous dire aujourd'hui que nous préfère la commune. Mais pourquoi avoir donc créé tout ce désordre que vous avez créé, Madame Joya, dans le Noun, pendant les élections, pour venir à la suite vous rétracter? Et qu'est-ce qu'on fait donc de cette dotation-là? Parce que même, et c'est ça qui me gêne dans ce pays, comment on peut commencer une session parlementaire, une mandature, sans se rassurer que ceux qui constituent le Parlement sont en conformité avec les règles et les lois qui régissent ce pays. Vraiment, parce que l'article 132, je crois 138 ou 136, alinéa 2 du code, du code électoral du Cameroun le stipule en noir et blanc et c'est su de tout le monde. Non, on a laissé quand même ces gens prendre les véhicules avec lesquels ils roulent. On les a laissé prendre de l'argent qui est dans leur compte. Bon, vous placez le régime de banane à la porte du singe. Quand il a commencé à manger, vous dites que, mon frère, en fait, le régime là, c'était pas pour toi. Non, vous allez bagarrer. Au Cameroun, les partis politiques sont dérisoires et je dirais même ludiques. Plus de 300 partis politiques pour faire quoi? Des affamés qui veulent se faire un nom pour après faire alliance avec le parti au pouvoir. Or, en France, vous avez la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite. Et parmi ces plaisantins, M. Bessala en fait partie. Moi, je ne lui donne pas. Il prépare une alliance avec le RDPC pour avoir sa place. Vous verrez, la politique est très complexe. Tu es moral, tu ne la feras pas. Donc, Patriarche, arrêtez de faire plaisir à M. Bessala. Vous aviez vu le cas Cabral Libi, c'est Alain Bella qui nous écrit ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le panel aujourd'hui, je sais vraiment pas. Pourtant, mon ami a l'habitude. Bonjour le panel, monsieur Kak, c'est bien de critiquer quand on n'est pas proche. Si on te met dans le gouvernement, tu vas changer de discours en ce qui est de la politique au Cameroun. Tous luttent pour leurs intérêts égoïstes. Ils courent tous derrière l'argent. Parlant de changement de camp, dans mon Noun natal, le nouveau maire de Fumban était jusqu'à la session parlementaire en cours maire et député. Elle a encore arraché la présidence du parti qui... Arraché. Oui, elle a arraché, puisqu'elle revenait à Sambaka. C'est vraiment déplorable et très insultant pour les militants de ce parti qu'il encourage sur ses actions. Le programme politique de la quasi-totalité des partis politiques ou d'opposition, surtout du Cameroun, c'est de changer Paul Biya. Il n'ont pas de véritable programme au projet politique. Merci, c'est Abdou Karim qui nous écrit depuis Antananarivo. Bonjour à vous tous sur le plateau. Monsieur Valère, si tu affirmes que Cabral peut être comme Jean-Baptiste, alors accepte que les autres peuvent aussi être des Jean-Baptiste. Tu as le droit d'avoir un penchant envers Cabral. Je suis d'accord avec l'analyse de Willy Kak. Cabral m'a promis de changer les choses. À l'Assemblée nationale, j'attends toujours ses actions concrètes. À l'Assemblée, mais rien jusqu'ici. Aslem Gaspard depuis Bagno. Nous sommes en train de sortir peu à peu de cette émission. Bonjour Monsieur Kak, dites-nous comment Monsieur Libi mange dans la paume du RDPC. Est-ce que c'est pas vous qui jouez pour le RDPC en voulant détruire Cabral Libi? On n'a pas dit qu'être opposant, c'est devenir l'ennemi du parti au pouvoir. Cependant, nous parlons Patriarche Biloua ici de ceux qui partent d'un camp pour l'autre. On va dire ce sont des faux politiciens? Ce sont des faux politiciens, c'est-à-dire que l'opposition au Cameroun m'amuse. Le parti au pouvoir m'amuse. Parce que lorsque vous faites des grands discours qui tendent à faire croire que vous allez développer le pays, mais je pose la question suivante à tous les partis, y compris le RDPC. Comment peut-on innover
si on se comporte comme celui qui ne comprend pas le fonctionnement du monde. Je dis, comment peut-on développer le Cameroun si on ne déconstruit pas les effets de la conférence de Berlin, qui a balkanisé l'Afrique. Regardez le problème que nous avons au Cameroun. Il y a des Camerounais qui se battent du fait de l'anglophonie et de la francophonie. C'est une véritable bêtise, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Mais vous avez des gens qui vous disent, oui, on crée même des trucs de multiculturalisme, de biculturalisme. Ça veut dire que c'est des partis politiques? Non, c'est des gens qui sont là pour passer leur temps à voir les avantages qui sont attachés à ces fonctions-là, mais ils n'ont aucun souci du peuple camerounais et au niveau de l'Afrique, aucun souci de l'Afrique. Parce que, je le dis, si vous n'avez pas déconstruit les effets de l'impérialisme de la France-Afrique, vous pouvez me dire que vous êtes un parti politique. Je vous dis oui, c'est bien, parti politique, parce que vous êtes peut-être député, maire ou même ministre. Mais ce que vous faites ne peut pas faire avancer l'Afrique. L'Afrique ne peut avancer que si on forme les citoyens qui comprennent que notre situation actuelle, ce n'est pas parce que quelqu'un a mis 17 ans ou 37 ou 38 ans au pouvoir. Notre problème a des causes. Et ces causes sont l'histoire. Si on perd de vue cette perspective historique, on ne peut rien comprendre à la politique et on ne peut pas faire avancer le Cameroun. Les partis politiques au Cameroun aujourd'hui, parce qu'il y en a, j'ai vu, on vient d'en créer un autre, M. Chanda Tomné, je ne sais pas s'il est à gauche, s'il est à droite, moi je le vois toujours fourré chez le DCC, mais il semble être un opposant. Non, et il faut arrêter ça. Le Cameroun a besoin, je dis, des citoyens formés qui savent c'est quoi défendre, pourquoi défendre une patrie, pourquoi être patriote. Mais pour le moment, nous manquons de repères, nous manquons d'exemples. Et c'est pour cela qu'on peut partir d'un parti à un autre. C'est pour cela qu'on peut d'abord être un tout petit peu député et puis pour redevenir... Il dit un tout petit peu député. Bonjour Jean-Bruno, personne n'est opposant au Cameroun, tous cherchent la mangeoire. Regardez le ministre Momo et Kaba de Libye, c'est Achille Obam depuis Ngousso. Pardon Jean-Bruno, ramenez-nous ce sujet lundi. Ils sont tous et très nombreux qui inondent les plateaux de télévision les dimanches. Il faut qu'ils comprennent que les Camerounais ne sont pas dupes. Achille Obam à Ngousso, il voudrait que le sujet revienne lundi. Oui, on peut le rappeler lundi. C'est clair, moi je suis Alors, non, moi je voudrais rapidement dire que je voudrais rassurer M. Mbela, en fait, qui traduit le fond de la pensée de beaucoup de Camerounais. Parce que vous savez, le climat politique camerounais ou la scène politique camerounaise est imprégnée de beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions qui ont marqué le peuple pratiquement au fer. C'est-à-dire qu'on a affaire à un parti, M. Kak vous a dit comment il courait avec les urnes. Moi-même, je peux vous dire, sur la scène de Douala, quand moi j'étais encore étudiant, 2007, j'étais de ceux qui ont participé à la réélection de Mme Foning. C'est-à-dire que l'élection avait été renvoyée du mois de juillet à septembre. Et j'ai été appelé à Yaoundé de force pour aller assurer des oui, vous savez par qui, pour aller assurer ce qu'on appelle les charters dans tout Douala 5e. Moi, je connais. C'est pour ça que quand je suis entré dans l'opposition, je connais le RDPC. Je connais ses méthodes. Même quand j'allais sur le terrain, moi, j'ai dit à mes enfants, nous n'allons pas gagner. Tout ce que nous partons faire cette fois-ci, c'est d'exister. Parce que je sais que nous n'avons pas les moyens de faire ce que les autres font sur le terrain, c'est-à-dire le RDPC, donner 10 000 aux gens pour aller voter. Même si nous avions ces moyens, je n'autoriserais jamais personne à le faire. Cela passé, je voudrais simplement rassurer ceux qui nous regardent et qui pensent que Bessala n'est pas un opposant. Je n'ai pas besoin de leur rappeler tout ça. Je leur demande seulement de rester tranquille. Laissez le temps. Parce que moi, je dis toujours, je suis comme une locomotive. Je commence toujours doucement parce que les wagons sont lourds à tirer. Quand on a atteint la vitesse de croisière, comme le train des écals, le train de la mort du 21 octobre 2016, vous pouvez comprendre ce qui va se passer dans les 2-3 années qui vont suivre. Donc, de garder leur mal en patience. La scène politique camerounaise s'est construite et elle est arrivée sur un pic.
qui a été bloqué par le RDPC. Vous êtes en train de faire peur à vos militants parce que vous dites être la locomotive qui finalement va peut-être un 21 octobre. Nous n'allons pas dérailler. Je voulais simplement vous faire part de la vitesse que la locomotive atteint lorsqu'elle a déjà ramené tous ses wagons à son train. C'est ça la grande particularité. Je disais donc la scène camerounaise a atteint un pic. C'est-à-dire on a construit depuis les années 90 une opposition qui a eu des fortunes diverses. Et son évolution et sa maîtrise ont été bloquées par le RDPC à travers ces méthodes. C'est pour cela que nous avons une zone de turbulence qui est créée et soutenue par le MSC. Moi, je dis toujours, l'action du MSC n'est pas une mauvaise action sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'au moins, l'action du MSC a permis de secouer le pouvoir en place, de secouer le parti au pouvoir en place et de pouvoir faire émerger de nouvelles têtes politiques. Et moi, je veux me revendiquer de cette nouvelle tête politique. Je ne suis pas le seul. Il y a aussi Espoir Matomba qui est là. Dommage que Ndifor soit parti du fait de cette fameuse pandémie. Mais je reste quand même à penser que demain, ces 2 années qui arrivent, que les Camerounais gardent leur mal en patience. Merci. Nous allons tirer les leçons de toute cette zone de turbulence et nous allons leur donner la jeunesse dont ils ont besoin ou le changement dont ils ont besoin. Bonjour, la politique n'est qu'un jeu d'intérêt et ceux qui l'ont compris ainsi font tout pour aller vers là où ils peuvent trouver plus d'intérêt. C'est un téléspectateur qui nous écrit. Bonjour à vous aussi ce matin. Pourquoi ne pas faire de la politique autrement au lieu d'avoir près de 300 partis politiques? On pourrait avoir 2 ou 3 bords maximum sur lesquels chaque parti politique devrait s'aligner. Derrière, on pourrait par exemple avoir un grand parti qui regroupe les démocrates, un autre des socialistes, d'une dernière tendance des libéraux, chrétiens, agricoles, de la société civile et autres. Avoir plusieurs partis politiques où chacun danse dans sa cour nous donne l'impression qu'on ne prend pas assez au sérieux la politique dans notre pays. Écrivez Kamga, ça nous donne tout simplement le soin de vous dire merci. Alors faites attention avec ce qui figure au bas de l'écran. Par exemple, le professeur qui devient membre du Conseil constitutionnel s'appelle Joseph Ouna et non Grégoire Ouna. Oui. Merci. Le crawl. Merci. Ça, c'est pour le crawl. Donc, l'équipe chargée du crawl doit rapidement rectifier cela parce que c'est le professeur Joseph Ouna, justement, qui va prêter serment aujourd'hui. Comme membre du Conseil. Puisqu'il a été désigné par une autre du chef de l'État. Et donc, il devrait prêter serment devant les parlementaires. Ouais. Alors, merci Patriarche pour la disponibilité tout au long de cette semaine. Vous n'êtes pas allé à Ndama. Oui, j'irai à Ndama parce que c'est là où je peux facilement avoir les cooks, l'aloès vera, et je peux prendre vous savez, l'avocat a un noyau. Si tu prends ce noyau, il soigne ce que les Blancs disent être incurable, c'est-à-dire le diabète. Merci. Je sais aussi qu'il y a une occupation parce que là, il faut aller apporter son soutien au président directeur général du groupe La Météo, dont le papa sera inhumé ce week-end. Notamment, c'est demain. Demain, ouais. Ça appellera la participation pour ceux qui pourront aller, parce que c'est en vague. On a dit que c'est c'est clair. C'est clair qu'on, sous réserve de la décision que prendra la hiérarchie de la chaîne, parce que nous appartenons à cette famille-là. Donc je pense que sous réserve de la décision qu'elle prendra, nous y serons. C'est le lieu pour nous, une fois de plus, de dire toute notre proximité à notre PDG pour cette épreuve difficile. Et je voudrais simplement terminer en souhaitant un très bon week-end à nos téléspectateurs. Valère Bertrand Bessala, merci. Non, c'est moi qui vous remercie et bon week-end. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour la fidélité. Retrouvons-nous lundi pour votre émission Le Débat sur Info Télévision. Bonne suite des programmes.